Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode audio proposé par le collectif The Flares. C'est Marc qui vous parle et aujourd'hui on vous propose un débat entre nous autour d'une addiction de notre époque moderne. L'addiction à la technologie. Lorsqu'on parle d'addiction, on pense avant tout aux drogues douces, aux drogues dures, à l'alcool, à la cigarette, aux jeux d'argent ou même encore tout simplement au sucre, qui se cache dans beaucoup plus d'aliments qu'on ne l'imagine a priori. Mais l'omniprésence de la technologie nous amène aujourd'hui à considérer une nouvelle forme d'addiction. Les médias sociaux tiennent évidemment la première place du podium et présentent de plus en plus de risques. Non seulement pour chacun d'entre nous, mais aussi pour la préservation du tissu social. Aujourd'hui, le téléphone portable est devenu un outil duquel un nombre astronomique de personnes ne peuvent plus se passer dans leur quotidien. Et je m'y inclus évidemment. Mais alors quel constat peut-on faire aujourd'hui de l'addiction à la technologie ? Si l'accès à la technologie est devenu une normalité aujourd'hui, risque-t-on un jour de considérer l'addiction à cette technologie au même titre ? La société remplit-elle son rôle moral face aux nombreuses formes d'addiction à la technologie ? Jusqu'à quel point la technologie change notre rapport aux autres, ainsi que notre rapport à la satisfaction et au bonheur ? La technologie de demain a-t-elle le potentiel d'éradiquer certaines addictions d'aujourd'hui ? L'évolution de la technologie tend vers une proximité de plus en plus forte avec l'individu. Mais jusqu'où cette proximité peut-elle influencer notre manière d'être et notre libre arbitre ? Existe-t-il des technologies pour lesquelles l'addiction n'est pas un problème mais justement une solution ? Jusqu'où les acteurs technologiques majeurs peuvent-ils transgresser l'éthique face à l'addiction des utilisateurs de leurs produits ou services ? Le besoin de considérer des mesures contre les techno-addictions pourra-t-il réellement être un jour considéré comme une priorité ? Notre consommation de divertissements, films, séries et autres fictions est-elle devenue génératrice d'addictions néfastes ? Jusqu'où peut mener l'addiction à la création et à la reconnaissance sur le web ? Quelle solution s'offre à nous aujourd'hui pour éviter de céder à l'addiction technologique ? Autant de questions sur lesquelles nous avons décidé aujourd'hui de nous pencher dans ce débat. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations, n'hésitez pas à les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. Le premier truc à faire, c'est de faire un constat déjà de ce qu'on peut observer dans le monde aujourd'hui, dans la société actuelle, par rapport à ce problème-là, qui est l'addiction aux technologies. Alors, je te donne mon avis. Déjà, je trouve qu'on a mis du temps à s'en rendre compte, à se convaincre qu'il s'agissait bien d'une addiction. Et je trouve que ça a créé un petit peu un danger à retardement, quoi. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est seulement maintenant qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose pour régler ces addictions. Mais en fait, on a déjà entamé, il y a déjà une génération qui a été touchée par ça, et il y en a une nouvelle qui est en train d'être touchée par ça, et encore plus violemment, parce que c'est une génération aujourd'hui, les très jeunes d'aujourd'hui, ils ont très rapidement une tablette tactile dans la main, tu vois, un téléphone portable, quelque chose, un écran, tu vois. Alors que nous, par exemple, c'était pas le cas, on n'avait pas de tablette tactile dans la main. Ouais, exactement, c'est un problème par rapport au fait que le rythme du changement augmente tellement vite aujourd'hui qu'on n'a plus vraiment la capacité d'analyser les technologies qui ont émergé il y a 10 ans, 20 ans. On arrive seulement aujourd'hui à analyser les impacts que ces technologies ont eu, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. On se rend compte qu'il y a eu des générations touchées négativement, mais à côté de ça, il y a d'autres technologies qui arrivent. Et tu vois, on est un peu dans ce flow constant où on ne réalise pas forcément. C'est vrai que c'est assez fou de se dire que les technologies, les smartphones, sont peut-être 12 ans, ils ont à peu près 12 ans d'existence. Le premier iPhone, c'était quoi, 2006, 2007, je sais plus trop. Ouais, c'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça, quoi. À l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Ouais. Exactement, et les réseaux sociaux, parce que quand on parle de techno-addiction, aujourd'hui, on peut mettre en avant, on va peut-être parler d'autres techno-addictions, mais celles face aux médias sociaux sont assez fortes. C'est les premières qu'on a en tête, donc, et pour de bonnes raisons, puisqu'on sait que y a des mécanismes qui sont créés pour justement rendre les gens addicts, donc, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même... c'était pas vraiment concevable quand les premiers réseaux sociaux sont arrivés. Je pense que... je crois même qu'au début de Facebook, il n'y avait pas le j'aime. Ouais, là-dessus, j'ai un doute quand même, parce que je pense que le principe était là. Peut-être que le j'aime en tant que fonctionnalité était pas là, mais le principe était déjà là, parce que si on s'en tient au film, par exemple, qui a été fait sur Facebook, le principe c'était déjà choisis la fille préférée, tu vois. Genre, ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, le côté narcissique un peu, tu vois, de l'utilisation de Facebook. Mais c'est vrai qu'après, le j'aime en tant que fonctionnalité est une incitation à la récompense. Je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est une récompense à court terme d'ailleurs, c'est ça qui est très violent. C'est un mécanisme addictif. Ouais.
en soi. Ouais, et puis c'est vrai que quand on regarde on a on constate une sorte de simplification des outils, c'est-à-dire que ce que cherchent à faire les grosses boîtes qui développent des applications, c'est de faire en sorte qu'on ait le moins de choses à faire finalement. Mm. Quand on sort le téléphone et qu'on appuie sur l'application pour qu'elle s'ouvre, ensuite on rentre dans un cycle où le moins de choses que l'utilisateur va faire, le mieux pour l'addiction finalement, puisque ben, Ouais. l'exemple c'est Tinder. Tinder, tu as juste à faire Un swipe. ouais, tu swipes left, right, enfin, t'as même pas à rentrer dans des menus ou Mm. t'as même pas à cliquer sur quelque chose, quoi. Et ça, ouais, c'est la preuve qu'il y a ces mécanismes-là où, ouais, c'est assez flippant quand même, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sont... Enfin, il y a peut-être plusieurs niveaux d'addiction qui sont arrivés au fil des années, quoi. Je veux dire, d'abord, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas encore les téléphones au moment où Facebook a commencé à émerger, en fait. Enfin, ils n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui. Et après, on a invité les réseaux sociaux dans notre poche, quoi. Et maintenant, comme tu dis, il y a toute une étude qui est faite sur l'ergonomie pour qu'un enfant de 7 ans puisse l'utiliser, quoi. Et pour que la récompense soit la plus rapide possible. Et donc l'addiction la plus forte possible. Mhm. Donc c'est vrai plus on avance, plus ces sociétés-là enfin elles étudient tout pour qu'on soit le plus rapidement confronté enfin habitué à utiliser leurs applications, quoi. Exactement, ouais. Et d'un côté, tu vois, enfin, l'addiction en elle-même, je dirais que c'est pas forcément grave enfin, disons que on peut juger l'addiction sans rien d'autre, juste l'addiction, comme quelque chose. Alors certes, ça peut engendrer des problèmes dans la vie de tous les jours, mais c'est une addiction à des trucs qui sont pas géniaux. Enfin, je veux dire, être addict à Facebook ou à Twitter, avoir envie toujours de partager ce qu'on fait dans sa vie. Je pense pas que c'est des comportements qui soient bénéfiques, comment on peut dire, des comportements ouais, bénéfiques pour la santé, quoi. Alors que qu'il pourrait y avoir une volonté de certaines sociétés d'utiliser justement les mécanismes de l'addiction pour Mhm. créer des applications qui aient enfin, des applications, par exemple, je pense qu'il y en a une euh, qui s'appelle Headspace, qui est en fait une application pour méditer et qui utilisera aussi, qui utilise en tout cas des mécanismes d'addiction, mais dans le but de faire de faire en sorte que les gens passent du temps avec leur smartphone à méditer. Ce qui est un peu paradoxal en fait. Ils allument l'application et après ils méditent. Euh, donc ça c'est plutôt, voilà, c'est mieux, on va dire, que le Facebook où j'aime, je collectionne les j'aime et je développe ma dopamine à chaque fois qu'il y a un j'aime et je rentre dans ce cercle d'addiction. Parce que c'est vrai que on est tous addicts à quelque chose d'une certaine façon. Les degrés diffèrent évidemment. Quand on pense à addiction, en tout cas avant Internet et avant enfin, la technologie en général, en dehors de ça, c'est les addictions aux drogues, Ouais. l'addiction bah À ouais, au l'alcool, sexe, à cigarette. l'alcool, voilà, tous les vices qu'on peut imaginer. Mhm. Euh, Après, il y a différents degrés. Alors, quand on parle d'addiction au café, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais non, café, bon, c'est pas vraiment une addiction, mais si, hein. Tu peux vraiment te sentir mal si t'as pas bu ton café, si t'as l'habitude, ça fait 20 ans que tu bois du café. Enfin, moi, je sais que j'aime bien me réveiller avec un café. C'est sûr que quand j'en ai pas, je vais pas trembler et tout ça, mais quand même, tu vois, ça joue sur mon humeur. Et, euh, et je dois dire que là, les smartphones, enfin, j'ai un smartphone, pas un truc de fou, mais bon, j'utilise le smartphone assez souvent et je me rappelle encore quand bon, on était à l'université, en fait, on était à l'université ensemble quand il y a eu la vague des smartphones, la vague de Facebook, je crois que c'est sorti quand on était à Montbé. Et Bah, clairement, je pense qu'on s'est inscrit en même temps sur Facebook. ouais, Pour c'est dire les possible, choses clairement. c'est possible, ouais. Mm. Et on n'était pas les premiers, hein, ça c'est clair, on était presque les derniers. Je me rappelle encore quand Ouais, des ouais. gens me demandaient, t'as Facebook? Non, mais non, je suis pas Facebook. J'avais un téléphone à clapet, là, les vieux trucs qui servaient en fait à téléphoner, aussi surprenant que Mm. ça puisse paraître. Il y avait que ça qui marchait. Et, euh, et en fait, après, j'ai ouvert un truc Facebook, bon, mais et c'est pratique pour rester en contact avec des gens. C'est vrai que le système de messagerie, notamment, est utile. Mm. En fait, ce qui est malheureux, c'est que c'est pratique parce que tout le monde l'utilise. C'est ça. Donc, tu es presque forcé si tu veux rester connecté avec des gens, si tu veux discuter avec. Même mes grands-parents sont sur Facebook. Enfin, Mais ça, c'est ça en fait, c'est que j'ai l'impression que si tu prends le truc objectivement, tu peux te dire que c'est pas inutile. Sauf que quand tu le prends émotionnellement, tu vois, ça devient une drogue qui peut être très dangereuse, enfin très néfaste pour toi en tant que personne, en tant qu'individu dans ta vie. exactement. Et pour moi, il est là le vice en fait, c'est que tu vois, oui, tu vois, il y a des gens qui me disent oui, mais moi j'utilise Facebook pour suivre les actualités. D'accord, mais est-ce que c'est la seule solution qui existe, tu vois, objectivement, pour suivre les actualités, par exemple? Si je prends cet argument-là, je me dis bah non en fait. Tu vois, si tu veux vraiment suivre les actualités, t'as Google Actualités, t'as Twitter aussi, pourquoi pas, tu vois. C'est si tu suis les bonnes personnes, tu peux suivre l'actualité. T'as aussi des solutions
je sais plus, ta Feedly, par exemple, tu peux mettre des flux directement enfin, te faire un flux d'actualité personnalisé, quoi. Donc au final, est-ce que tu cherches pas à rationaliser le fait que ça soit utile pour toi pour les actualités, tu vois? Alors qu'en fait, en réalité, t'aimes ça parce que t'aimes bien avoir tes petites notifications et savoir ce que font les gens autour de toi. Hmm. Pour moi, il est là, lui. C'est vrai que je te rejoins sur le fait que l'addiction est pas forcément négative en soi. Parce qu'on peut être addict au sport, par exemple, ce qui est une bonne addiction. Mais Ouais. elle devient, pour moi, dangereuse à partir du moment où tu cherches où t'es plus vraiment honnête avec toi-même, tu vois. Tu vois, il y a des gens, ils vont te dire, bah ouais, comme tu dis avec le café, le café, moi, je peux arrêter. Mais en fait, les gens, tu sais, en général, quand tu dis, ouais, je peux arrêter, moi, j'ai pas de problème avec l'alcool, j'ai pas de problème avec ça, tu vois, finalement, t'en as peut-être un, quoi. Ouais. Pour moi, c'est pas être tout à fait honnête avec soi-même. Et c'est ça le danger de l'addiction, c'est pas forcément de la responsabilité de l'individu, parce que c'est tellement fort sur la chimie du cerveau que ça devient. Enfin, tu développes un comportement et un raisonnement qui est biaisé. Donc, Exactement, ouais. Mais c'est ça aussi qui est troublant avec les réseaux sociaux et Internet, ou enfin en général la technologie, mais vraiment orienté quand même sur les réseaux sociaux, parce qu'on pourra peut-être parler d'autres addictions à la technologie, mais en tout cas les réseaux sociaux, ce qui me trouble vraiment, c'est qu'on peut vraiment se sentir victime. C'est-à-dire que parce qu'on a un cerveau, on a tous le même en principe, on a donc des neurones, des récepteurs, on a toute une biochimie comme synapse. ça, voilà, on a toute une biochimie dans notre cerveau qui nous fait agir. En gros, hein, on peut dire que le libre arbitre, c'est quand même un petit peu à la poubelle quand tu commences à prendre en compte tout ce qui se passe Mm. dans le cerveau. Et donc, en tout cas, c'est ce que nous disent les sciences de la vie aujourd'hui, c'est que le libre arbitre n'existe pas, on est une sorte de... On est des algorithmes en gros. Mais quand tu sais ça, du coup, tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui savent ça, et c'est les compagnies, c'est Facebook, c'est Google, c'est Twitter, et ils vont cibler justement certaines actions. Ils savent qu'en générant certains outils, en mettant en place devant l'utilisateur certains outils, en fait, ils actionnent des leviers émotionnels dans la tête des gens, quoi. Et toi, tu penses que tu fais le choix finalement d'utiliser tel ou tel outil, alors qu'en fait, tu es presque programmé par ces sociétés-là qui savent qu'en faisant ça et ça, ils vont arriver à ça. Et donc, et ça, c'est un peu flippant, on est un peu victime. Il faut vraiment beaucoup de volonté pour s'en rendre compte et pour se dire, attends, là, je passe 3 heures par jour sur Facebook, il y a peut-être un problème, toi. Ouais. Mais je me dis que, tu vois, tu parles de culpabilité. Ça te rend coupable, en fait, finalement, au moment où tu t'en rends compte. Après, tu peux faire le choix, entre guillemets, de t'en extirper ou pas. Mais en général, quand t'es dedans vraiment, c'est très très dur d'avoir ce raisonnement-là. Ouais. Mais ouais, il y a aussi d'autres. Par exemple, on cible un peu les réseaux sociaux, mais bon, je pense qu'il y a la technologie en général. De toute façon, la technologie, bon, faut dire ce qui est, elle est ni mauvaise ni bonne, hein, c'est une épée à double tranchant, quoi, hein, donc, peu importe la technologie, on a maîtrisé le feu, une des premières technologies d'Homo sapiens. Mm. On a compris que ça pouvait cuire notre bouffe, hein, que c'était bien, mais ça pouvait aussi éloigner les animaux dangereux, ça pouvait nous apporter de la chaleur, mais ça peut aussi brûler tout le village, quoi, hein. Donc, tu as cet effet négatif. Alors après, il y a eu d'autres technologies, et aujourd'hui on se La retrouve bombe avec... nucléaire. Ouais, c'est ça, mais la bombe nucléaire. Mm. Le nucléaire en lui-même, enfin, les centrales nucléaires, c'est ce qu'il y a de plus clean aujourd'hui en énergie. Enfin, Ouais. en rapport énergie et... Rapport d'efficacité, ouais, je ouais, vois ce que tu voilà, veux ouais. dire. Et Mm. elle fait que ça soit propre, parce que ouais, évidemment, l'énergie solaire, c'est propre, c'est plus propre, mais Mm. le rendement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le rendement est un peu moins faible, un peu moins fort. Enfin, bref. Mais ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, par rapport aux technologies, on a toujours ce rapport qu'au final, plus on adopte des technologies dans notre société, plus on considère que ben, le monde qui nous entoure, il est normal, quoi. C'est normal d'avoir une maison avec un radiateur. C'est normal d'avoir 3 voitures par famille, quoi. C'est normal d'avoir la télé, tous ces trucs-là. Ça devient des biens qui sont incorporés dans notre vie de tous les jours. Et on ne se rend pas compte forcément de l'addiction qu'on peut avoir avec certaines choses. Euh, Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la normalité, c'est un danger. Si tu veux, si on considère que c'est normal d'être addict, bah, on peut citer encore une fois les réseaux sociaux, ok, mais enfin, ça fait un peu accusateur, tu vois, à force. Mais à la technologie en général, c'est que on considère que la dépendance à la technologie aussi, enfin, c'est encore autre chose, ouais, la dépendance. Mais ça devient quelque chose qui n'est plus, dont il n'est plus nécessaire de se guérir, quoi. Ça peut être dangereux, ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça au niveau des enfants d'aujourd'hui. mhm. Très très tôt, aujourd'hui, on peut avoir une tablette dans les mains. Et moi, enfin, ça fait un peu réac, hein, de dire ça, mais mine de rien, c'est quand même flippant, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai vécu pas mal ben, de famille en famille là, depuis que j'ai commencé un peu à voyager en Australie. J'ai constaté qu'il y avait pas mal de gens, des familles encore il n'y a pas très longtemps. À Sydney, il y avait des familles, enfin une famille en particulier, les gosses qu'ils ont. Alors il y avait une petite gamine de 2 ans et un garçon de 4 ans. Et le gosse de 4 ans, il réclame Minecraft de manière
c'est un junkie, c'est vraiment... Euh, c'est assez impressionnant. Alors, évidemment, ils font d'autres trucs, ils vont l'emmener au parc. Voilà, c'était une famille quand même qui avait des responsabilités. Mais effectivement, quand tu mets le gosse devant Minecraft, hop, il dit plus un mot, il joue. Et ça peut être une solution un peu, tu vois, pour certaines familles où tu as l'enfant qui est turbulent et puis qui réclame un truc qui est lié à la technologie, comme les jeux vidéo, comme regarder des vidéos sur YouTube de chats, des trucs comme ça. Et finalement, on sait pas, en fait. C'est ça aussi, on en revient à ce que tu disais au début sur l'impact que ça a et le fait que certaines générations sont touchées, mais qu'on s'en rend compte 10 ans après. C'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des enfants de 2, de 3, de 4 ans qui passent énormément de temps sur écran. Mais des écrans interactifs, quoi, pas juste la télé. Et donc, on ne sait pas quel impact ça aura sur leur santé mentale dans 20 ans. On ne sait pas quels adultes ils vont devenir, quoi, en fait. Je pense C'est pas ça. forcément, je suis pas accusateur, je dis pas que ça va forcément avoir un effet négatif, parce qu'au final, Minecraft, c'est ludique, quoi. Tu peux construire des trucs. À côté de ça, le gosse, il joue aussi au Lego, tu vois, il est pas non plus ignorant de ça. Il y a une réalité physique qui existe. Mais ouais, on sait pas, et c'est bon, c'est un peu comme les longues études sur certaines choses, comme la polémique sur les ondes, que les ondes Wi-Fi et les ondes de téléphone, ça peut être cancérigène ou autre truc comme ça. Forcément, quand on a commencé à développer les réseaux 3G et tout ça, et quand tous les gens ont commencé à avoir des téléphones portables, c'est normal qu'on commence à s'inquiéter, qu'on se dit, attends, est-ce qu'on a fait des études? Mais le truc, c'est que pour savoir si ça a un effet, il faut attendre, faut laisser le temps passer. Et c'est que seulement aujourd'hui qu'on a des résultats, qu'on se dit, bah en fait non, ça n'a pas tant d'effet que ça, ou alors si, attention, il faut éviter de vivre en dessous d'une antenne. Enfin, et c'est pareil pour, je pense, les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, on peut vraiment dire qu'il y a des cas d'addicts qui souffrent, qui sont malheureux, je pense. Après, je te rejoins sur le fait qu'il faut laisser un peu de temps pour se rendre compte réellement des conséquences réelles que ça a sur les individus. Mais il y a aussi un facteur qui pour moi est... Enfin, tu vois, je veux dire, les ondes électromagnétiques, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, tu vois, pour reprendre cet exemple. Enfin, je veux dire, au moment où c'est arrivé, on n'avait aucun moyen de savoir, objectivement, quelles seraient réellement les conséquences. Mais aujourd'hui, s'il y a des addictions à la technologie, enfin, depuis le plus jeune âge, on peut quand même voir quelles addictions ont été déjà identifiées précédemment, tu vois, dans le passé. Je veux dire, il y a par exemple des enfants alcooliques. Tu vois. Et ça, enfin, ça leur, généralement, c'est pas bon pour eux dans la vie, quoi. Malheureusement, ça existe. Bon, bah je m'en sors bien. C'est- Non, ouais, non, mais c'est vrai, ce que je comprends. Mais en gros, voilà, ça reste une addiction et il y a déjà des symptômes qui montrent que c'est pas forcément une bonne chose d'être addict, notamment aux écrans, ou tu vois, parce qu'on est quand même, on vit dans une société de l'image fois 1000 maintenant. Mm. Il y a des symptômes, tu vois, de l'ordre de l'autisme qui sont identifiés chez des enfants qui sont censés avoir tu vois, comment dire, une structure cérébrale normale et qui finalement développent des symptômes qui sont de l'ordre de l'autisme. Ils s'énervent très facilement et ils ont, je sais plus, il y a une réduction, je crois, du lobe frontal qui s'opère quand t'es trop exposé à des écrans trop longtemps. Mhm. Enfin, il y a des choses qu'on peut identifier quand même déjà maintenant. Et je me dis, en soi, les écrans dans leur vie, ils pourront pas y échapper. Mais est-ce qu'il faut pas préserver la jeunesse des écrans, enfin, pas trop non plus, tu vois, mais juste pour éviter que ça en devienne vraiment une addiction très forte, parce que cette addiction-là, il y a toujours un risque de rechute pendant toute la vie après. Je pense qu'il faut trouver le bon dosage entre la privation et tu vois. Ouais. À mon avis, il y a quand même parce que, tu vois, ce qui est marrant, c'est que les patrons des grandes sociétés comme Amazon, Apple, tout ça, ils refusent catégoriquement que leurs enfants touchent aux tablettes tactiles, tu vois. C'est quand même dingue. Ils laissent les gens faire avec leurs enfants, mais par contre, leurs enfants à eux, ils les protègent. Donc c'est bien quand même quelque part qu'ils sont conscients qu'il y a un risque énorme. Je pense que ça peut développer aussi des troubles de l'attention, parce que toutes ces applications, elles favorisent le zapping. Un zapping encore plus violent que celui de la télé. Tu vois. C'est vraiment se concentrer sur un format long aujourd'hui. C'est devenu un effort, à moins d'être enfermé dans une salle de cinéma. C'est quand même... Et encore, dans les salles de cinéma, on voit des téléphones qui s'ouvrent et tout ça. Enfin, tu vois. Ouais. C'est vrai que là, ça ouvre deux questions que j'ai en tête, des interrogations. La première, c'est est-ce que la société devrait pas, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, et peut-être même un impératif moral, de faire quelque chose? C'est-à-dire que, par exemple, j'étais encore pas très longtemps à Brisbane, et il y avait, donc dans une famille, ils avaient deux gosses, des garçons de 10 ans, ils vont à l'école, et à un moment donné, ils sont rentrés de l'école, et en gros, ils ont discuté avec leur maman, tout ça, et leurs parents, et puis après, ils m'en ont parlé, et ils m'ont dit que l'école allait mettre en place un système qui fait que les enfants doivent avoir un iPad. C'est-à-dire qu'ils doivent emmener leur iPad à l'école. Donc c'est une école, à cet âge-là, tu vois, ils sont encore à l'école primaire, quoi. Mm. Et
du coup, là, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Enfin, parce que bon, certainement, les iPads, c'est un outil pédagogique, mais de là à exiger que les enfants, déjà, ça impose un coût aux parents, quoi. Parce que c'est quand même une chose, à la rentrée scolaire, tu sais, les familles, elles vont acheter des cahiers, des crayons, mais c'est autre chose d'acheter un iPad pour un enfant, quand même. Ouais. C'est un budget. Alors après, je sais pas si toutes les familles vont pouvoir le faire et s'il y a des aides qui sont accordées, je sais pas, mais en tout cas, je me dis, enfin, une école, c'est quand même un organisme, un- comment on dit, putain? Une institution? Ouais, voilà, une institution majeure de la société qui est responsable de l'éducation et ils imposent l'utilisation d'écran finalement aux enfants, alors qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il peut y avoir des problèmes, comme tu parlais de tout ça. Donc ouais, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un impératif moral de faire quelque chose et peut-être même de chaque famille, comme aujourd'hui, si une famille te dit, ouais, moi, mon gosse de 10 ans, je lui donne de la bière au repas, c'est pas moralement acceptable. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que, après, le problème c'est que c'est toucher un peu à la liberté individuelle, de dire, ouais, un enfant de 10 ans devrait pas regarder la télé ou devrait pas utiliser un ordi, je sais pas, c'est un peu extrême, mais il y a peut-être une zone entre les deux qui pourrait être intéressante d'explorer. Non, mais c'est vrai, il y a une frontière entre la privation totale et tu vois, l'addiction totale. Il faut pas non plus le priver totalement, parce que la privation totale pendant toute l'enfance, ça peut aussi avoir l'effet inverse, tu vois, pendant l'âge adulte, quoi. Le mec, il se dit, bah, j'ai jamais pu avoir accès à ça, donc je vais le faire, je vais me rattraper, quoi. Ouais. Parce que j'ai trop envie, quoi. Mais il y a aussi, ouais, le côté, comme tu dis, c'est un outil, Internet c'est un outil, et avoir le réflexe de vérifier l'information, c'est un bon réflexe en soi. Si on te dit quelque chose et que tu vas sur Wikipédia pour aller checker, pour faire du fact-checking, comme on dit, pour moi c'est un bon réflexe. Mhm. C'est une bonne addiction parce que comment dire, tu lances tu sais, dans ton circuit de récompense, dans le circuit de récompense de ton cerveau, tu traces une route qui est quand même assez saine en soi, un peu comme quand t'es addict au sport par exemple. Mais après, c'est vrai que il faut pouvoir développer les bons réflexes peut-être assez tôt pour savoir qu'ils existent, tu vois. Mhm. Une fois que la personne est adulte, elle sait prendre du recul par rapport à ce qu'elle fait et comment elle utilise Internet ou une tablette tactile. Tu vois, c'est peut-être ça qui... Il faut pouvoir câbler correctement le cerveau dès le début, comme ça après, pendant toute la période de l'âge adulte, ben, il sait comment gérer ce truc-là. Enfin, la personne sait avoir du recul, je sais pas. Ouais, déjà adopter aussi être sceptique, tu vois, du scepticisme sur les choses. Parce qu'évidemment, Internet, c'est la source de, il y a beaucoup de désinformation et de fake news, comme on dit en anglais. Bon, mais ouais. Et puis, bon, Après, en soi, c'est un autre débat quand même. Enfin, je veux dire, Ouais. il faut faire la part des choses entre l'information et l'intox. C'est vrai que déjà, si tu fais le processus d'aller chercher de l'information, pour moi, c'est déjà sain, tu vois. C'est déjà que tu vas pas juste chercher, par exemple, à obtenir des likes ou, tu vois, il y a quand même une différence. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et puis, pour parler de l'addiction sur aussi le long terme, du coup, enfin, en quoi les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin, encore une fois, on parle des réseaux sociaux, on va peut-être s'élargir un petit peu après, mais en quoi ces réseaux sociaux leur addiction en tout cas, participe à peut-être un déchirement peut-être des relations humaines. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à se dessiner sur le futur des relations sociales? En tout cas, bon, il y a déjà, si on analyse le passé, on remarque qu'elles ont évolué, hein, mais que la technologie participe aussi au fait qu'on change nos rapports aux autres. Rien que avec le téléphone, l'invention du téléphone, tu t'interagis plus de la même manière avec les gens, puisque tu peux appeler quelqu'un qui habite à l'autre bout de la planète. Donc là, on fait un Skype, on est les deux à l'autre bout de la planète, quoi. Ouais, c'est vachement bien. Donc, c'est super, hein, ça c'est excellent. Mais c'est sûr qu'après, on peut se dire, quelqu'un qui va interagir beaucoup plus avec les autres via un écran, sur Internet, via Facebook, via des chats, via tout ça. Comment après, dans le monde réel, dans la vie de tous les jours, cette personne va finalement interagir avec les autres? Est-ce que ça doit forcément jouer? Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Je me suis pas vraiment renseigné. Je pense quand même qu'il y a des soucis, qu'il y a une distance, peut-être aussi des gens qui seront. Il y a peut-être aussi différentes personnalités, c'est-à-dire qu'une personnalité introvertie, elle va peut-être se lâcher sur Internet derrière un écran, donc ça peut créer une sorte de Mr. Jack, l'autre, la Dr. Jekyll, tu vois. Et on se rend compte. En fait, parce que ce que crée, on a tous aujourd'hui un moi digital finalement, qui est assez différent finalement d'une moi réelle. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de moi réel, mais la personne réelle, la personne physique que je suis. Donc, Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. On se crée plus facilement un persona, quoi. ouais, exactement. Une personne qui est pas forcément celle qu'on est dans la vie. Mais bah, ça c'est déjà largement vu. Tu vois, l'incarnation de ça, pour moi, c'est
les filles qui se prennent en photo et qui en fait prennent d'une certaine manière, enfin les filles, je dis les filles, c'est tout le monde en fait. Je sais pas pourquoi je dis les filles, c'est hyper sexiste. Mais non, c'est vrai, c'est tout le monde. Tu vois, il y a parmi les hommes, parmi les filles, il y a des gens qui se prennent en photo, genre beau gosse ou belle fille, mais en fait, dans la vraie vie, elles sont, enfin, les gens sont pas, ces personnes-là sont pas maquillées ou sont pas arrangées, sont juste telles qu'elles sont dans la vraie vie. Donc peut-être que, ouais, effectivement, il y a une vision du monde qui se retranscrit à travers ça, une vision des individus qui est complètement fake. Et qui peut affecter l'individu en tant que... Parce que c'est un cercle vicieux, tu vois, plus tu te dis que les gens ont l'air parfaits, plus t'as envie de devenir parfait, plus tu donnes une image de toi parfait, plus tu donnes une image de toi parfait à quelqu'un qui se sent imparfait, cette personne-là, tu vois, elle va aussi essayer de se sentir parfaite. Ouais, c'est une sorte d'égocentrisme généralisé qui s'est développé. Parce que je pense que, effectivement, comme on a l'impression on a tous envie d'être une petite star, tu vois, on a tous envie de... Et c'est un problème de la génération Y, je crois que ça s'appelle. Ouais. Ouais, notre génération, et puis les millénials, les millénials, je crois que ça se dit, c'est les gens qui sont nés dans les années, le 21e siècle, quoi. Et ouais, c'est-à-dire qu'il y a ces traits qui ont été notés chez les jeunes générations Y et milléniales, qu'on a tendance à être plus orienté vers la gratification. J'ai les termes en anglais, c'est un peu chiant. Les instant gratification. Gratification immédiate, ouais. Instantanée, quoi. Voilà, voilà les récompenses instantanées. On est orienté vers cet égocentrisme. On a ces vitrines aussi qu'on se crée. Je crois que c'est Simon Sinek qui en a parlé très très bien d'ailleurs. Exactement. On va mettre la source dans la description. Lui, il est très bon là-dessus. Il avait bien analysé le phénomène, effectivement. Exactement. C'est un TED Talk, je crois qu'il avait fait, ou un truc comme ça. Et il a fait un bouquin aussi, hein, il me semble. Hein. C'est Millennials, je sais pas quoi. Ouais. Si, il me semble. Donc ouais, il y a clairement, on peut analyser certains traits et le fait que les gens aussi ont du mal à rentrer dans la vie active, ces gens-là, parce que ils sont habitués à récompense immédiate, ils sont habitués à avoir un ego un peu plus élevé. Donc, en arrivant dans le marché du travail, ils se disent, s'ils entrent dans une, par exemple, je sais pas moi, ils ont fait une formation de journalisme et ils entrent dans une boîte de journalistes, que ce soit news ou quoi, ils se disent, oh, je vais bosser 6 mois, puis je vais avoir une promotion, puis hop, je vais être à la tête du département en sciences, et ils se rendent pas compte. En fait, il y a une sorte de, la patience en fait est en train d'être perdue. Les gens n'ont plus de patience. Il y a aussi une addiction. Je pense que les technologies modernes ont créé une sens, enfin, chez les gens, on a de moins en moins envie de ressentir des trucs désagréables. C'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche de sensations plaisantes finalement. Cette recherche, c'est pas nouveau évidemment, hein, le fait de rechercher les sensations plaisantes pour. C'est hédoniste quoi. Ouais, c'est hédoniste, exactement. Mais aujourd'hui, c'est devenu assez extrême quoi, parce qu'on a, on a des jeux sur smartphone qui nous procurent des sensations plaisantes. On a les j'aime de Facebook. On a les avis des autres en général. On recherche les avis des autres. On a Tinder et compagnie pour avoir des relations assez rapides. Donc sensations plaisantes évidemment. Enfin voilà, tout ça ça favorise cet hédonisme accentué qui est une erreur. Enfin, c'est pas la source du plaisir. Rechercher le plaisir, c'est la cause de la souffrance en fait, à la base. Si le plaisir instantané du moins. Ouais. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut. Enfin, personnellement, je recherche plutôt la gratification personnelle sur quelque chose qui est accompli avec labeur. Tu vois. Je sais pas si je suis clair là-dessus, mais. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est plus, en fait, une fois que tu as goûté à la dopamine, enfin à la récompense de créer quelque chose durement, je trouve que c'est une récompense qui est encore plus puissante en fait. Parce que quand tu le crées tout de suite et que tu as besoin d'un plaisir immédiat, tout de suite tu vas, comme tu dis, c'est la cause de la souffrance. Quoi. Parce que tu vas chercher une autre source de plaisir immédiate et à un moment donné tu vas être à court et tu vas être en manque. Ouais, exactement. C'est finalement essayer de courir après un truc et dès que tu l'attrapes, il disparaît. C'est ça. Donc c'est tellement vain, c'est ridicule quand tu l'imagines de cette manière. Mais bon, c'est ce que font les gens. Et on est tous un peu comme ça m'arrive aussi, je vais pas me mettre à l'extérieur de ça, hein. Je suis pris par cette espèce de flow. Donc il faut essayer de travailler personnellement sur trouver ça. Un équilibre. Trouver un équilibre. Les smartphones, mon usage personnel du smartphone, il a augmenté, hein, je dois reconnaître qu'il a augmenté. Déjà, je l'utilise en tant qu'outil vraiment, hein, le smartphone. C'est-à-dire que quand je me balade, je vais mettre le GPS, Google Maps, si je veux trouver un truc. J'ai pas d'Instagram ou quoi, je mets pas de photos en ligne sur Facebook. Ça, c'est pas mon truc. J'utilise aussi le smartphone pour me connecter aux autres d'une manière, genre avec Messenger ou Skype ou WhatsApp ou quoi. Les 2-3 jeux, voilà, histoire de faire plaisir. Mais voilà, après, j'ai peut-être un rapport un tout petit peu plus élevé qu'avant, mais ça va encore. Maintenant, je sais pas, je me rends compte que je regarde, par exemple, si j'ai des nouveaux mails
alors que j'ai pas entendu la notification qui me dit que j'ai de nouveaux mails. Je sais que j'ai pas de nouveaux mails, mais je vais quand même Ouais. prendre le téléphone. Et c'est presque le geste qui devient une addiction en fait. Comme Comme le geste de la cigarette, quoi. exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a un rapport au geste de sortir son smartphone. Et du coup, Mm. bon, on pourra amorcer plus tard peut-être sur le futur des technologies et les addictions futures qu'on pourra avoir, mais Mm. le jour où ces smartphones-là seront en nous et que la frontière entre l'outil Ouais. et nous, ben, l'utilisateur est complètement floue, l'addiction, du coup, ben, ça va être peut-être une explosion, quoi. Et tu vois, je trouve par exemple que là-dessus, tu sais, Apple a sorti l'Apple Watch. Ouais. Tu peux tu sais, déjà checker. Enfin, moi je trouve que c'est hyper sur le geste, comme tu dis, c'est hyper dangereux parce que le geste de regarder l'heure existe déjà, tu vois. Mhm. Et en soi, ça peut déjà être un réflexe. Tu vois, je trouve ça vraiment très très malsain parce que sortir son téléphone, c'était pas un geste commun, très commun tu vois, avant que les téléphones portables existent, ça existait pas quoi. Ouais. On sortait, je sais pas, un paquet de cigarettes peut-être. Ouais. Mais le geste de regarder l'heure sur une montre, ça existe depuis très très longtemps, donc je me dis que ça peut devenir un réflexe encore plus rapidement acquis, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ouais, je comprends. Mm. C'est vrai que ça fait peur. Et comme tu disais, tu vois, tenter de regarder tes notifications, même quand ton téléphone ne l'a pas dit, enfin ne te l'a pas dit, il t'a rien signalé, mais t'es quand même tenté de le faire parce que c'est comme au casino, quoi. Tu vois, non mais c'est vrai, hein. C'est ça, c'est. Enfin, je sais plus, il y a un truc comme ça, c'est les systèmes variables et les systèmes réguliers. Mhm. Genre si tu manges à heure fixe, toutes les heures au même jour, par exemple, enfin non, à la même heure tous les jours, je veux dire, tu vas tous les jours avoir faim à la même heure. Ouais. Mais si on te donne à manger de manière irrégulière, en fait, tu vas tout le temps te demander si y a pas de nouveau de la nourriture. Ouais, je comprends le truc. Ouais, c'est vrai que c'est pervers comme truc. Et du coup, tu vois, regarder l'heure, c'est tout le temps. Tu vois, tu peux regarder l'heure à tous les moments de la journée. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Donc, tu t'associes ça au fait que les notifications peuvent arriver. T'as tout le temps envie de regarder la montre, quoi. Ouais. C'est mécanique. C'est un truc qui draine ton attention, en fait. Ouais, ça. C'est assez triste. Et du coup, peut-être, est-ce que tu as une idée ou, enfin, est-ce que tu as une liste d'autres technologies qui ne sont pas des réseaux sociaux, hein, parce qu'on a tapé un peu dessus, mais voilà, d'autres technologies auxquelles on a des addictions, justement, ou d'autres disciplines. Après, en soi, tu vois, l'ordinateur, pour moi, c'est déjà une technologie. Si on veut remonter avant, un petit peu dans le passé, Ouais. avant que les ordinateurs existent, on faisait plein de choses sans ordinateur. Et pour le coup, moi, je considère que l'ordinateur, c'est quand même bien plus avantageux qu'il n'y a d'inconvénients, parce qu'il n'est pas tout le temps avec toi, même si c'est un ordinateur portable. Tu gagnes plus de temps, finalement, à faire des choses. Hmm. Mais je trouve que c'est plus facile de se discipliner devant un ordi, parce qu'il y a quand même cette notion de travail. Ouais. Que le téléphone, c'est un peu un jouet, je trouve. Oui, oui, exactement. Il y a peu de gens qui travaillent avec leur téléphone d'une manière générale. Ou en tout cas, il faut être courageux si tu veux faire quelque chose sur ton téléphone. Ou à la limite, l'iPad, c'est déjà quelque chose des plus orienté travail, ou présentation, ou ce genre de truc. Mais ouais, un ordinateur, je trouve que l'outil ordinateur, c'est vraiment une porte vers plein d'autres trucs qu'on fait. Alors on peut jouer, on peut travailler, on peut regarder, on se divertir. Donc c'est une porte, et ce qu'il y a à l'intérieur de cette porte, c'est justement ce qu'on y trouve, ce qu'on y recherche. Ça peut être des addictions, ça peut être aussi ben, des trucs positifs, hein, l'accès à la connaissance. Je trouve qu'on a, d'une manière générale, l'humanité a gagné en loisirs. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, mon loisir, je le trouve beaucoup plus enrichissant personnellement que peut-être le loisir de quelqu'un qui était au Moyen Âge. C'est-à-dire que pour mon loisir, je peux regarder des documentaires sur Netflix ou je peux me divertir, je peux m'enrichir culturellement, lire des trucs, écouter. Toi, j'ai toute cette panoplie de loisirs qui m'enrichit personnellement. C'est aussi, t'as évidemment le côté inconvénient, les addictions. Donc, les addictions, on les connaît aussi, les addictions aux jeux vidéo. C'est une technologie, c'est aussi un ordinateur ou une console vidéo, console de jeu il y a des addicts, il y a des cas hein, de gens qui sont même morts d'être joués en oubliant de se nourrir. Donc ouais, voilà, bon, ça c'est le constat d'aujourd'hui. Après, ouais, j'ai pas trop réfléchi à la question de savoir les autres technologies auxquelles on est addict. Parce qu'on a parlé de réseaux sociaux, on a parlé d'ordinateurs, de jeux vidéo, bon, toutes ces technologies-là. Bon, il y a aussi bon, les technologies, il y a la médecine, on va dire, qui pourrait entrer dans la catégorie addiction, mais bon, c'est des addictions beaucoup plus physiques, quoi, quand tu es addict à un médicament ou ce genre de choses. Et après, il y a des addictions, des gens qui sont peut-être addicts au fait de, bah, je sais pas, moi, d'avoir une santé optimale, donc ils vont chercher tous les moyens possibles pour essayer d'être en bonne santé en utilisant des technologies, quoi. Ouais, après c'est vrai que par exemple, tu vois, être hypochondriaque, c'est ça? Ouais. Tu sais, c'est croire que t'es malade tout le temps. Pour moi, c'est une forme d'addiction. Alors je sais pas si les mécanismes cérébraux sont les mêmes,
Mhm. Mais je me dis, si la santé évolue, si demain il y a des nanomachines, tu vois, Ouais. qui peuvent te guérir, peut-être que cette addiction-là, elle peut être éradiquée d'un seul coup, tu vois. C'est vrai. Genre les gens, ils vont se dire, bah non, en fait, je peux pas être malade. Si j'étais malade, les machines le sauraient avant moi, tu vois. Donc, Ouais. Elles sont peut-être addictes au fait de s'injecter des nanomachins parce qu'elles pensent qu'ils ont un truc qui va pas ou donc ce sera tous les jours ma petite dose de nanomachine. Puis peut-être que ça va créer des soucis quoi. Enfin bref, c'est de l'hypothèse. Mais ouais, on pourrait peut-être se tourner vers les hypothèses justement sur le futur des addictions en technologie. mhm. On avait abordé un tout petit peu le fait que lorsque les smartphones ne seront plus un objet externe, mais qu'on aura quelque chose finalement, nos gadgets, nos outils seront à l'intérieur de nous, de nouvelles addictions vont se développer. J'avais parlé dans un docu qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les disciplines qui façonnent le futur, la réalité augmentée, avec cette idée que il y a beaucoup de sociétés qui travaillent là-dessus d'ailleurs, sur le fait d'avoir des implants, enfin euh, des lentilles digitales, des lentilles numériques qui surimposent finalement des informations directement dans notre champ de vision. Mm. Et avec une technologie pareille, on peut évidemment voir beaucoup d'avantages, le fait de connaître des choses sur le monde réel dès que tu vois la chose, donc une sorte de... voilà, on augmente notre connaissance, si tu utilises ça pour augmenter ta connaissance, mais aussi les jeux en réalité augmentée, donc ils vont peut-être créer des addictions. Les gens, en fait, on saura même plus s'ils y jouent ou pas, en fait, parce qu'il y a qu'eux qui vont voir le jeu, tu vois. Et puis, le fait que si prendre une photo, c'est juste cligner des yeux ou penser prendre une photo, uploader, partager et attendre les j'aime sur Facebook, ça se fera tellement rapidement on peut craindre une addiction vraiment sévère là-dessus, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que parce qu'il y a beaucoup d'ego en fait là-dedans. C'est-à-dire que forcément, Facebook, si ça marche, c'est que t'exposes ta vie et t'as envie d'avoir le retour des gens, la reconnaissance sociale, quoi. Parce qu'on est des êtres sociaux. Donc on tape sur les réseaux sociaux depuis tout à l'heure, mais n'empêche que c'est le vecteur le plus puissant d'addiction, quoi. C'est normal parce qu'on est des êtres qui ont besoin de l'approbation des autres, quoi, je veux dire. Ouais. D'une certaine manière. Donc ouais, effectivement, c'est plus facile de se dire, je vais m'orienter vers du plaisir à court terme, et encore plus si la technologie est en toi. Et je pense que ça peut avoir aussi une autre conséquence, c'est tu sais, le travail sur la mémorisation à court terme. C'est-à-dire que si tu sais, enfin déjà aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a déjà des conséquences, mais si tu sais que tu peux garder par exemple tous les numéros de téléphone dans ton téléphone, si tu sais que tu peux accéder à tout le savoir à n'importe quel moment instantanément, encore plus si la technologie est en toi, tu fais plus forcément l'effort de retenir ce que tu apprends en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais plus, tu sais, avant, moi je me souviens d'une période où on retenait les numéros de téléphone, tu vois. On les inscrivait pas sur un téléphone. Ouais, c'est vrai. C'est bien parce que c'est plus pratique, je suis pas contre ça. Mais d'un autre côté, il faut aussi pouvoir exercer sa mémoire autrement, du coup, tu vois, faut pouvoir, je sais pas, moi je trouve personnellement que la lecture, par exemple, ça aide. Les formats longs, de manière générale, parce que t'es vraiment impliqué, et surtout la lecture, en fait, parce que ça te focus, tu vois. Quand t'es vraiment concentré sur un truc, t'as un raisonnement qui se met en route et il laisse pas, le fait de raisonner sur ce que tu lis ne laisse pas la place à autre chose. Ouais. Donc, ouais. Ça aide la mémorisation, non seulement la concentration, mais aussi la mémorisation, à mon sens. Et voilà, et là je me perds un peu, mais c'est vrai. c'est ça, quoi. Ouais, on dévie un peu trop du sujet de base, mais ouais, effectivement, c'est intéressant hein, comme discussion. Ouais. Mais sinon, ouais, en tant que techno-addiction future, je pense qu'il y a aussi la réalité virtuelle qu'il faudrait mentionner, parce que, encore une fois, dans l'idée de flouter la zone entre le gadget et l'utilisateur, c'est-à-dire voilà, le smartphone et la personne, ou l'ordinateur et la personne, être plongé dans de la VR, dans de la réalité virtuelle, c'est déjà autre chose, quoi. C'est une étape supérieure et il y a beaucoup de... Je veux dire que de l'addiction peut découler vraiment une confusion même entre la réalité le virtuel, en fait. Ouais, tout à fait. Je pense que la réalité virtuelle, c'est un des trucs qui génère le plus, je sais pas, de questions, mais de promesses et d'inconvénients, de peurs. C'est vraiment un truc de fou parce que on va jouer vraiment avec les... Si vraiment on arrive à générer des mondes qui sont indissociables de la réalité, du coup, on pourra plus savoir ce qui est vrai. Enfin, c'est fou hein, quand on pense à ça, mais... Et c'est pas forcément Matrix qu'il faut avoir en tête, hein, c'est plus l'idée que peut-être qu'on n'aura plus vraiment envie de vivre dans le monde réel parce que le monde virtuel sera mieux. C'est déjà ça, les jeux vidéo. Je veux dire, il y a des personnes qui fuient le monde réel. Et d'un côté, je les comprends, hein, je les accuse pas, tu vois. Ouais. Je me dis, le monde réel, il y a tellement des côtés impitoyables que finalement, c'est tellement plus facile de se dire, je vais développer un personnage dans un monde virtuel avec des règles que je connais et ce sera ludique pour moi, tu vois. Que de se dire, je vais développer ma personne dans le monde réel, mais je sais pas ce qui m'attend demain parce que la société est tellement pas... Enfin, c'est pas forcément une méritocratie, tu vois. C'est pas celui qui travaille le plus qui gagne le plus dans cette société, donc
Effectivement, il y a une forme de fuite, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Avec la réalité virtuelle, ça peut aller plus loin, ouais, c'est vrai. Ouais, la réalité virtuelle, c'est le truc qui, en termes d'addiction, on imagine évidemment les gens qui sont perdus dans le monde virtuel, qui n'arrivent plus à faire la distinction, qui deviennent inutiles dans le monde réel parce qu'ils ont perdu la connexion, peut-être même Bon, je sais pas, c'est des bons scénarios hein, de science-fiction, mais peut-être que quand tu es trop plongé dans un monde virtuel, tu oublies ta vraie personne, surtout si tu incarnes un avatar qui est différent. Euh, donc, et après, on peut se poser la question, est-ce que c'est condamnable? Est-ce que c'est quelque chose que nous, on est à même de juger? Si dans le futur, si au 22e siècle, par exemple, chaque être humain a le choix de vivre la réalité virtuelle qu'il souhaite, en paramétrant tout ce qu'il veut ou quoi, est-ce que, est-ce qu'on pourrait dire, non, tu fais de la merde, quoi? Parce que c'est philosophique comme débat, puisqu'on on a, je crois, il y a une expérience philosophique de pensée qui imagine une machine à expérience, je crois, et je crois, qui simule n'importe quelle expérience, une expérience qui est réelle, donc enfin une expérience qui existe dans le monde réel. Par exemple, tu dis, j'aimerais avoir l'expérience d'aller faire une croisière à Hawaï. Donc tu peux la faire dans le monde réel, mais tu peux aussi la faire avec cette machine. Et en fait, l'argument philosophique, la question philosophique, c'est est-ce qu'il y a une des expériences qui a plus de valeur que l'autre? Autrement dit, est-ce que le monde réel garde forcément a plus de valeur que une simulation exacte de ce monde réel? Et je sais pas trop. Il y a plusieurs écoles, hein, évidemment, il y en a qui vont penser que oui, il y en a qui vont penser que non. Je serais tenté de dire que non, je serais tenté de dire que pour moi, la réalité, peu importe si elle est faite d'atomes ou de lignes de code, tu vois, euh, la seule chose qui compte, c'est la conscience, c'est l'expérience. C'est le fait de savoir, c'est c'est le fait d'être conscient de vivre l'expérience finalement. Il y a que ça, c'est peut-être la voix intérieure, le monde intérieur qu'on a dans la tête. Et du coup, ça veut dire que toi, tu serais plutôt pour le fait de... Tu vois, pour revenir sur le sujet de base, tu serais plutôt pour le fait on puisse devenir addict facilement à la réalité virtuelle ou pas? Parce que... Alors, bah, le problème, c'est qu'il faut euh, voir la société dans laquelle on va vivre aussi. hmm. Parce qu'il y a une possibilité, c'est que, bah, que le monde virtuel, ça soit notre seule source. Échappatoire, tu veux dire? Ouais, je dirais presque ça, parce que si on prend la tendance actuelle de voir que l'automatisation, ben, l'intelligence artificielle se développe, il y a beaucoup il faudra se poser la question, est-ce qu'il y a un travail, un job qu'un être humain va pouvoir faire de manière plus productive qu'un robot? Il n'y aura pas beaucoup de jobs comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement des milliards de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Donc, ça génère aussi la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y en a qui disent, oh, c'est une catastrophe. Moi, je pense pas, je m'en fous des emplois. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, tu vois. C'est pas, t'as la caissière qui va perdre son emploi de caissière, ben, fait que c'est pas important l'emploi en lui-même de caissière. Ce qui importe, c'est la caissière, enfin, c'est l'être Ouais, humain. alors oui, ouais, par contre, précisons quand même, parce que, en général, quand je dis ça, je suis du même avis que toi, mais quand je dis ça, on me répond oui, mais comment elle va vivre? Et justement, autrement, tu vois. Le problème, c'est de reconsidérer le rapport au revenu et au travail, tu vois. C'est Ouais, exactement. juste, ouais, ouais. Il s'agit pas de virer la caissière et lui dire, bah, démerde-toi pour vivre maintenant. Ah bah Il non, s'agit de trouver un autre moyen pour qu'elle vive autrement, tu vois. Ouais. oui. Enfin, je fais la précision quand même parce que on me répond souvent, enfin, je te le dis encore une fois, mais je suis du même avis que toi, je te rejoins. Mhm. Sauf que quand je le dis, quand je le partage, on me dit oui, mais comment elle va vivre? Mais là-dessus, faut essayer quand même de voir un peu plus loin. C'est de se dire, bah, alors dans ce cas, on reconsidère le modèle de fonctionnement de la société elle-même. C'est- Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que le modèle de société du futur possible, d'un futur possible, ce sera peut-être, ben, on va tous vivre dans des mondes virtuels et le monde réel sera géré par des machines. C'est une sorte de Matrix, mais un peu l'antithèse de Matrix, c'est-à-dire que les machines, elles vont prendre soin de nous, quoi, au lieu de nous pomper notre énergie, si tu veux. Euh, Mm. Après, moi, je dis que Matrix, au final, les gens qui sont dans la matrice, euh, bah, même s'ils vivent dans une illusion, alors effectivement, il y a cette idée de mensonge, il y a cette idée qu'ils le savent pas, quoi. Mais en soi, les machines, elles les torturent pas, si tu veux. Mais voilà. Par rapport à l'addiction, dans ce futur-là, ben, être addict à monde virtuel, ça sera la norme. Parce qu'il y aura peut-être pas vraiment d'intérêt d'aller dans le monde réel. Bon, après, je pense que quand je dis ça, on voit, il y a le drapeau qui s'allume, dystopie, dystopie. Mais je suis pas sûr que ça soit aussi dystopique que ça. D'un autre côté, oui, évidemment, le monde réel. En fait, faut voir la complexité des mondes virtuels, quoi. Faut voir qu'est-ce qu'ils nous offrent. Voilà, on peut pas juste dire, ouais, ce sera des mondes virtuels et les gens seront dedans et donc là, non, ça craint. Il faut voir s'ils seront aussi bah, photoréalistes, complexes. Si avoir une conscience dans un monde virtuel, ça sera exactement la même chose qu'avoir l'expérience de la conscience dans le monde réel et tout ça, quoi. Et puis après, bon, on a toute cette idée que si tu t'uploades dans un monde virtuel, est-ce que tu es toujours toi? Est-ce que c'est pas une copie de toi-même? Est-ce que après, donc du coup, ça devient un chemin vers l'immortalité, tout ça et tout ça. Mais
Après, honnêtement, ça c'est... Enfin, je vais pas te couper dans ton élan, mais c'est presque le sujet d'un autre podcast, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que là, on dérive quand même pas mal du sujet de base qui est est-ce que l'addiction à la technologie peut être gérée d'une manière saine ou est-ce que ça va devenir quelque chose, un vrai fléau qu'il faut éradiquer tout de suite, quoi. Hmm. Qu'il faut couper maintenant avant que ça devienne trop disproportionné. Parce que dans soi, la réalité virtuelle, il y a de nombreux débats à juste titre autour, tu vois, de ce concept-là et autour de cette technologie. Mais enfin, à la base, est-ce que, enfin, on peut y devenir addict comme on devient addict aux jeux vidéo, parce que c'est fondamentalement la même chose, mais en version plus évoluée. Ouais. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut mettre une barrière à cette addiction, ou si au contraire, tu vois, tu dis qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement être plus heureux dans le cadre de la réalité virtuelle, dans un monde virtuel. Mm-hmm. Est-ce que ces gens-là, justement, il faut pas leur, enfin, tu vois, s'en foutre finalement de l'addiction, si elles sont plus heureuses dans un monde virtuel, dans ce cas, tant mieux. Effectivement, si on utilise comme baromètre, ouais, si on utilise comme système de mesure, ouais, voilà, si on le système de mesure, le bonheur et la réduction de la souffrance, alors ouais, le monde virtuel pourrait être une alternative pour certaines personnes qui préféreraient quitter le monde réel. Ça pourrait être un échappatoire pour les gens suicidaires, hein, de toute façon. Voilà, c'est pas une idée inconcevable. Il pourrait y avoir aussi, et je pense qu'il y aura des traitements psychiatriques ou dans des hôpitaux basés sur la réalité virtuelle pour permettre de, je sais pas, de traiter certaines phobies. Mais je crois que c'est déjà le cas, hein, des phobies du vertige, par exemple. Il peut être traité en plongeant les gens dans des mondes virtuels où ils escaladent une montagne, des trucs comme ça, pour les désensibiliser un peu. Ouais, j'ai vu ça, ou alors ils les font passer sur une poutre. En fait, dans la réalité, t'as une poutre posée sur un sol. Et dans le monde virtuel, t'as genre la même poutre, mais avec un énorme vide. ça se fait trop rire, parce que les gens, vraiment, tu réagis, tu sais, comme si c'était vraiment réel. Ouais, du coup, t'as trop peur, quoi. Effectivement, et c'est là aussi le truc, c'est que les technologies deviennent aussi de plus en plus fortes. Enfin, fortes dans le sens où les jeux vidéo, par exemple, tu prends les jeux vidéo il y a 10-15 ans, tu pouvais être addict au premier GTA si tu veux. Parce que c'était quand même bien, tu avais des histoires, tu pouvais faire ce que tu voulais, ouais, génial. Mais bon, quand tu regardes aujourd'hui, c'est quand même des graphismes très anciens. Alors que tu compares ça à la réalité virtuelle où tu es dans le jeu, tout ça c'est beaucoup plus fort, ça joue beaucoup plus sur le cerveau, donc sur le système de récompense. Et donc la question c'est, ouais, l'addiction la techno-addiction va probablement augmenter dans le futur, puisque les technologies vont probablement devenir plus fortes aussi. Et ça, plus présente, tu veux dire, plus intime au niveau de l'individu aussi. Intime et intense aussi. Ouais, intense, ouais, aussi, ouais, c'est vrai. L'expérience est beaucoup plus intense, ouais. Plus intense, beaucoup plus aussi, comme on disait, elle est interne, elle est plus rapide, tu as moins besoin de sortir, tu auras presque plus le geste de te connecter, tu seras connecté. Si on imagine les lentilles, bah, tu peux être tout le temps avec Facebook dans ta tête, enfin dans un coin de ta rétine, tu vois, ou avoir les notifications. Tu sais, il y a un court-métrage, je crois, qui est en ligne, qui s'appelle Hyper Reality. Je pense qu'on pourra mettre le lien. Il est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'il te montre à quoi pourrait ressembler une vue en première personne d'une personne qui possède cet implant oculaire, hein. Et donc, tu as des informations de partout. Et du coup, ouais, peut-être que ça va être comme le cas de quand on n'a plus envie de mémoriser des numéros de téléphone, on les enregistre sur son téléphone et puis on n'y pense plus. Bah, peut-être qu'avec avec cette technologie de lentilles, on pourra oublier beaucoup plus de choses parce qu'elles seront présentes sur notre champ de vision quelque part et on les regardera de temps en temps. Ouais, c'est. Et la question, c'est de savoir comment faire en sorte qu'on se dirige vers un futur qui soit pas trop craignos, quoi. Est-ce que est-ce qu'il y a des débats éthiques est-ce que tu penses que certaines personnes chez Google, Google, oui, parce qu'ils ont quand même une sorte de sensibilité vis-à-vis des technologies. Je sais que par rapport à l'intelligence artificielle, ils font énormément de choses pour travailler sur des intelligences artificielles qui seront bénéfiques pour l'humanité, pour pas se retrouver avec... Skynet. Ouais, voilà, en gros, hein. Bon, tout ça, c'est de toute façon les scénarios de science-fiction hollywoodien, ils sont complètement à côté de la plaque. Ce qui est normal d'ailleurs. Oui, à part peut-être Her, qui, à mon sens, est le meilleur film de l'intelligence artificielle. Mais ouais, est-ce que Facebook, pour parler de Facebook, a une réflexion à ce sujet? Parce que bon, je pense que s'il y a des technologies de lentilles intégrées à l'œil, tout ça, je pense qu'ils auront probablement des actions là-dedans. Enfin, j'imagine que... Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, je me permets de te couper, mais je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est, effectivement, il y a déjà l'éthique de la boîte qui est généralement largement incarnée par son fondateur. Ouais. Donc, entre Eric Schmidt et Larry Page, qui sont de chez Google,
Et Mark Zuckerberg, pour moi, je tends plutôt vers Google, effectivement, parce que Zuckerberg, quand on l'écoute en interview, il y a certaines fois, il fait quand même assez peur dans ses propos. Ouais. Donc ouais, effectivement, il y a toujours le facteur humain qui détermine jusqu'où une entreprise comme Facebook ou comme Google ou comme Twitter, par exemple, peut être éthique dans l'utilisation de mécanismes addictifs vis-à-vis de ses utilisateurs. Mhm. Et il y a aussi la question de la concurrence inhérente à la Silicon Valley, par exemple. Tu vois, la Silicon Valley, c'est là où voilà, toutes les startups se développent du type les GAFA, quoi, hein, Google, Apple, etc. Mhm. En fait, il y a eux-mêmes le disent, ils n'ont pas le choix, tu vois, d'innover et d'aller toujours plus loin dans la séduction de leurs utilisateurs, parce que s'ils le font pas, ils vont à un moment donné ou à un autre se faire dépasser par la concurrence, par une startup qui peut émerger de n'importe où, tu vois. Et en fait, il y a une vraie question de non seulement d'éthique, mais aussi est-ce que courir après un système concurrentiel comme ça, extrêmement concurrentiel, est-ce que c'est toujours quelque chose qui fait foi dans la société d'aujourd'hui? Parce qu'une entreprise, par définition, bon, voilà, t'as la loi de la demande, de l'offre, tout ça, et une entreprise est toujours amenée à croître de plus en plus, et eux, c'est ce qu'ils font finalement. Sauf qu'on est arrivé à des telles proportions de croissance qu'ils sont obligés de manipuler leurs utilisateurs à des niveaux psychologiques extrêmement forts, extrêmement intenses, et ils ont plus le choix de le faire, parce que s'ils le font pas, ils se font dépasser, tu vois. Et ils se font détruire, hein, parce que c'est tellement... Tu sais, ces entreprises-là, en fait, elles sont fortes à la fois, parce qu'elles sont partout omniprésentes, mais elles sont extrêmement fragiles parce qu'elles dépendent avant tout de leurs utilisateurs. Facebook sans ses utilisateurs, c'est rien, quoi. YouTube, c'est pareil, sans vidéo, c'est rien. Google sans les recherches quotidiennes, c'est rien. Donc, tu vois, c'est... Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça pose aussi un souci par rapport à la gouvernance mondiale, d'une certaine façon, de l'éthique. On peut pas dire, tu vois. C'est ça aussi qui pose problème, c'est que l'éthique, les questions morales, est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser des mécanismes d'addiction par rapport à des développements de nouvelles technologies? Et si jamais il y a un consensus, par exemple aux États-Unis, qui dit non, la Silicon Valley, vous devez faire gaffe, on ne veut plus voir ça et tout ça. Si demain ça tombe sur la table, mais en Chine, ils vont pas se gêner, les mecs, hein. Donc le truc, c'est que le fait qu'on vit dans une... Voilà, c'est un libre marché économique mondial, donc tous les acteurs sont concernés, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer des règles à tous les acteurs, puisqu'il y a encore aujourd'hui, il y a beaucoup de nationalisme, donc on n'a pas de système global qui permette d'imposer certaines règles. En tout cas, très peu, l'ONU a un énorme rôle, en tout cas sur ces questions-là. Il y a des lois antitrust et des trucs comme ça, mais enfin, c'est pas non plus... Voilà, il y a quand même comme tu dis, il y a un libre marché, quoi, mondial. C'est ça, c'est le libéralisme aujourd'hui. Et le truc, c'est que même s'il y a des études qui prouvent par A plus B que on se dirige vers quelque chose de néfaste si on continue je sais pas moi, avoir une mauvaise influence sur les jeunes générations qui utilisent des technologies donc comme les réseaux sociaux, tout ça, si on se rend compte qu'ils vont vraiment avoir des problèmes dans leur vie, tout ça, bah, c'est difficile d'arrêter le train en marche, c'est difficile de dire à partir de maintenant. La régulation en fait est difficile, et c'est un peu les mêmes questions avec les problèmes de l'intelligence artificielle ou le génie génétique. Quoique le génie génétique a quand même réussi, je trouve que c'est une des disciplines, et c'est un exemple assez finalement qui rassure, enfin pour moi ça me donne de l'espoir, parce que voilà, quand on a commencé à cloner des trucs, on s'est dit tiens on va cloner une chèvre, hop, on a réussi à cloner, enfin une brebis là. Et tout le monde a vu quand même, à partir de ce moment-là, je pense qu'on aurait fait un Skype si on vivait à cette époque sur est-ce qu'on va cloner des humains, tout ça. Et c'est pas arrivé parce qu'il y a eu un consensus international sur le fait que non, un futur où les humains sont clonés, c'est pas souhaitable. Et donc c'est vers ça qu'il faut se tourner, je pense, au niveau des techno-addictions. C'est que il y a probablement des limites qu'il faut imposer pour pas aller vers un futur où les gens sont des zombies avec des smartphones dans la tête. Alors tu vois, il y a un truc sur lequel je trouve qu'il y a un risque, et c'est ce que je disais au tout début de ce débat, c'est qu'en fait les techno-addictions, on a mis un certain temps à s'en convaincre, et j'ai l'impression qu'on met encore du temps à se convaincre complètement que c'est dangereux, tu vois. C'est que le fait qu'on se soit une addiction en soi, il y a beaucoup de gens qui se voilent la face sur le fait que c'est vraiment un risque, tu vois. Alors que tu vois, quand tu dis on va pas cloner des humains, tout de suite tout le monde, non, c'est clair, c'est pas, tu vois, c'est pas éthique, il y a un problème, quoi, évident. Ouais. Le problème est évident. Voilà. On met très peu de temps à s'en convaincre, et du coup le consensus arrive très vite et très facilement. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été d'accord très facilement sur le fait qu'il fallait pas cloner des humains, tu vois. Mais l'addiction, j'ai l'impression que c'est un problème latent, tu vois. Oui, d'accord, on voit qu'il y a des risques, on voit pas exactement toutes les conséquences que ça peut avoir sur les très jeunes générations d'aujourd'hui, par exemple. Parce que nous, on est encore une génération qui a connu le monde sans Internet. Ça, c'est quand même tu vois, c'est énorme. Représente. Ouais, RPZ. Mais enfin, plus ça va devenir fort,
Et plus, tu vois, les jeunes générations de demain, ce sera les jeunes générations qui vont se prononcer potentiellement sur le consensus quand il va arriver, tu vois. Quand le besoin d'un consensus global va arriver, ce sont ces très jeunes générations qui vont potentiellement se prononcer. Est-ce qu'elles seront aussi conscientes du problème de l'addiction que nous aujourd'hui? Ça, c'est une question de fond, tu vois. Ouais, C'est non, c'est vrai, vraiment, c'est troublant, hein. C'est vrai que Mm. on pourrait se dire que bah, peut-être pas, parce que c'est vrai que s'ils ont grandi dans un monde comme ça, s'ils sont eux-mêmes addicts, bah ouais, effectivement, ils vont peut-être pas forcément penser à bannir certaines choses, mais bon. Après, encore une fois, c'est comme tu disais, c'est le fait que ça soit pas évident. C'est un peu vicieux. Mais de toute façon, c'est vicieux. C'est un peu comme les drogues douces ou dures, ou toi, toutes ces drogues, mais la marijuana, je veux dire, dans certains pays c'est légal, dans d'autres ça l'est pas. Il n'y a aucune preuve que dans les pays légaux où c'est légal, à savoir la Hollande, je crois qu'en Californie, ben, c'est pour les usages médicaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des pays pires que les autres, quoi, hein. Je veux dire, on peut pas faire de corrélation entre légalisation et donc addiction. Et en fait, je pense même qu'il y a plus d'addiction dans les pays où c'est pas légal, quoi, parce que le fait que ça soit pas légal, les gens ont une tendance à essayer, et donc peut-être aussi par un esprit de rébellion, à consommer plus qu'ils ne le devraient, de manière récréative, en allant plus loin que de façon récréative, tout comme l'alcool, ça peut engendrer. Toi, tu peux, encore une fois, c'est aussi peut-être l'éducation, faudrait peut-être voir un peu là-dessus, parce que tu peux consommer modérément, avec modération, la technologie. Tu peux te dire non aujourd'hui. Ah ouais, complètement. Hein. Et ça impose quand même un certain contrôle de soi, mais moi, pour pas, quand je bois un verre de vin ou deux à table, je m'impose de pas boire la bouteille. Et ça me permet de pas être alcoolique. Enfin, un petit peu. Après, je pense que... Non, non, mais je pense qu'il y a aussi tu vois, le fait d'acquérir une discipline de soi qui devient naturelle, finalement. Parce Ouais, c'est sûr. que, au final, tu vois, moi, je sais que j'ai pas de problème avec l'alcool, et je le dis pas parce que j'en ai, tu vois, et que je le cache, c'est juste, je sais que j'en ai pas. Ouais. Je sais que je vais pas me forcer à me limiter, tu vois. Parce que c'est Ouais. devenu naturel pour moi de me dire, bah non, mais j'en ai pas envie, tu vois. C'est même l'envie qui n'est pas là, d'en boire plus, tu vois. Hmm. C'est, ça, je pense que c'est très difficile avec la technologie d'en arriver là. Ouais. Parce que l'envie est très forte et très plus insidieuse. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que t'es alcoolique ou tu vois, c'est presque tabou. Tu vois, Hmm. c'est un truc, ah mon Dieu, il boit de l'alcool. Alors, on ne devrait pas juger les gens. Tu vois, on ne devrait pas leur dire parce que c'est encore pire. Après, ça les culpabilise et Ouais. C'est ça fait sûr. l'effet inverse en fait. Hmm. Mais le fait d'utiliser la technologie, personne va te dire ah tu utilises trop la technologie. Tu vois, enfin, c'est pas c'est pas commun d'entendre ça. Quoi. Hmm. Non, mais sûr, ouais. Ouais, puis quand on dit technologie, évidemment, utiliser la technologie en soi, il n'y a rien de mal à ça, hein. C'est pas vraiment ça qu'on pointe du doigt, mais c'est plus le phénomène de techno-addiction, c'est un peu plus qu'utiliser une technologie, c'est de manière un peu malsaine, parce que. Et ça modifie aussi le comportement humain, ça modifie les relations entre les personnes, parce que on n'a pas vraiment envie d'avoir toute une génération de personnes qui n'arrivent plus à se parler parce qu'ils ont l'habitude de communiquer à travers un écran. Euh, Tu vois, les relations amoureuses dans le futur, avec cette idée de, de passer d'une relation à l'autre. Parce que avec Tinder, tu fais juste un mouvement de la main et tu passes à. Donc on a tu dis quelqu'un qui a 15 ans, qui commence à s'intéresser au sexe opposé ou au même sexe, peu importe, mais qui commence à avoir une sexualité, tout à fait, tout simplement, je veux dire. Tu vois, utiliser la technologie pour avoir des rencontres, tout ça, ça va peut-être pas. Tu sais pas, ça peut engendrer une sorte de. Ça peut atrophier peut-être ses émotions ou sa zone du cerveau consacrée aux interactions sociales. Ou, enfin, moi, je suis pas un spécialiste là-dessus, du cerveau, tout ça, mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, après, on va se dire, ben, aujourd'hui, c'est accepté, hein, les rencontres en ligne, tout ça, mais je pense Tinder, Ouais, mais je veux dire la mise en contact de personnes en ligne, c'est une chose, mais que la relation se construise entièrement en ligne, c'est autre chose, ouais, effectivement. ouais, voilà, et Je sais pas si c'est puis, ça que tu veux dire, mais... exactement, ouais. Puis, ouais, le fait comment dire, c'est encore une fois l'idée de j'aime pas, j'aime pas. Et donc tu vois des profils passer, j'aime pas, j'aime pas. Sauf que dans le monde réel, ça se passe pas comme ça quand même. Parce que dans le monde réel, c'est plus tu vas rentrer en contact avec quelqu'un, elle va te discuter, tu vas discuter, et là, tu vas te rendre compte que, ok, peut-être qu'au début, bah, Il y a une t'étais pas alchimie, trop, quoi. ouais, t'étais peut-être pas trop attiré physiquement, mais bon, elle est intéressante cette personne, et donc, avec une rencontre en ligne, bah, tu vois la photo, hop, elle est pas belle ou elle est pas beau, bah, hop, tu swipe left, ou inversement. Donc, encore une fois, ça crée ça artificialise les relations, ça met en avant des trucs superficiels, comme, bah, tu vois des photos, et puis les gens en plus, ils ont tendance à se mettre en avant, à s'hypersexualiser, tu vois.
Donc, Ouais, c'est au début. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, ça donne une image de la réalité qui est déformée. Et Ouais. du coup, cette image-là, si tu en viens, enfin, si tu viens à y croire comme si c'était la réalité, tu passes potentiellement à côté, ouais, d'interactions sociales vraiment plus profondes, potentiellement, tu vois, plus complexes et plus enrichissantes, en fait. Exactement, ouais, c'est ce que disait aussi c'est qui, Simon Weck, Simon le type. Sinek? Ouais, Simon Simon Sinek, ouais. Sinek, ouais, Simon Sinek, qui disait que une des caractéristiques des générations Y et milléniales, c'est que les relations ne sont pas en profondeur. C'est-à-dire qu'on arrive de moins en moins à avoir des relations, d'avoir un meilleur ami ou d'avoir vraiment une relation amoureuse ouais, profonde. Euh, Et de la patience aussi dans, je pense, la construction d'un couple ou d'une ouais, relation d'amitié, tu vois. Parce que c'est pas forcément, y a pas forcément que des hauts, il y a aussi des bas. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vois, t'es habitué à swiper sur Tinder, donc tu te dis, bon, il y a eu un bas, c'est bon, ouais, je swipe, je passe à autre chose, quoi. ok, Alors qu'en fait, c'est bye. pas comme ça que ça marche, quoi. C'est plus, quand même, plus complexe. Tu peux arranger, tu vois, parler et communiquer, quoi. Mm. Il y a quand même Ouais, des choses il faut crever l'abcès, quoi. Mais peut-être exactement. que ça aussi, c'est tu vois, on parle d'addiction, l'addiction, c'est la récompense à court terme. Je veux dire, la récompense à court terme, quand il faut construire un couple et que ça va pas, elle est pas là, quoi. C'est Mm. tout l'inverse, tu vois. Il faut traverser une difficulté qui est pas forcément agréable et physiologiquement, je veux dire, cérébralement, même, tu vois, la chimie du cerveau te dit tout le contraire. Ton corps réagit instinctivement en te disant non, attends, on va pas dans cette direction parce que je sais que ça va pas me plaire. Va plutôt chercher une récompense immédiate, va sur Tinder, chercher autre chose. Tu vois. Non, Ouais, mais c'est c'est ça. ça, je simplifie, mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Faut en être conscient quand même. La chimie du cerveau a vraiment une influence sur nos actes, quoi. Comme tu disais, Mm. le libre arbitre, c'est avant tout émotionnel et pas rationnel entièrement, quoi. Mm. Au lieu de te dire, bah non, aie la patience de créer quelque chose qui, sur le coup, va être désagréable, mais qui va t'apporter une gratification qui sera bien plus importante par la suite. Cette gratification-là, tu la vois pas tout de suite, donc tu vas chercher un truc à court terme, quoi. C'est sûr. Ouais, J'ai puis fini. souvent, ouais, non, j'écoute avec attention. J'ai fini de taper sur Tinder. Allez, suivant, Netflix. Alors, Netflix, c'est un bon sujet parce que j'ai pas grand chose de mal à dire. Non, Netflix, bah, on voit aussi les mécanismes d'addiction sur Netflix, le fait que Ouais. tu regardes une série, tu finis l'épisode, tu as 4 secondes pour dire non, je vais pas regarder la suite pour que le machin se mette en route. Donc, bon, après, c'est une bonne ou une mauvaise chose parce que, bon, généralement, quand tu regardes une série et tu regardes un épisode, tu veux voir le prochain ou alors, bon, si tu en as déjà vu 5, tu vas peut-être t'arrêter et puis aller dormir, mais euh, euh, c'est un mécanisme qui est logique d'une certaine façon. Je veux dire, je comprends les mecs qui ont réfléchi à ça et qui l'ont fait. Mais je pense derrière, il y a aussi le fait que ils se sont dit, oh, si l'utilisateur ne prend pas sa télécommande pour mettre le truc suivant, bah, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire il va rester devant le programme. Parce que finalement, toutes ces compagnies, ces sociétés, en fait, elles font une grosse bataille pour notre temps. C'est ce qui les intéresse. Ils s'intéressent à notre temps et aussi à nos données, accessoirement. Mais, enfin, pas accessoirement, plus de données que nos temps. Mais en gros, plus on passe de temps, plus on leur donne nos données, plus ils sont contents et plus on passe de temps. Et ils cherchent à tout prix à. Donc on a cette bataille entre les applications pour jouer. Donc évidemment, les mecs qui veulent qu'on joue à fond quand on attend le bus. Mais il y a aussi Tinder qui dit attention, tu devrais chercher quelqu'un. Et puis après, tu reçois Facebook, tes amis qui t'ont commenté ta vidéo. Puis tu finis par. Si vraiment tu devais passer ta journée, euh, tu vois, à jongler entre les différents trucs qui te donnent des notifications et toutes ces applications, Ouais. franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte le temps qui passe. Et je crois qu'il y avait une statistique que j'avais vu passer, mais je j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, c'était un truc comme on passe au moins 5 fois par jour à regarder nos Gmail, même s'il n'y a pas de notification ou un truc comme ça. En tout cas, je pense que je suis assez concerné par ça, même si je m'en fous en fait. En vrai, je m'en rends compte, je m'en fous de recevoir un mail, euh, sachant que voilà, un mail très important. Si c'est très 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 important, quelqu'un va pas t'envoyer un mail. Il va t'appeler ou il Ouais. va t'envoyer un message parce que il sait très bien que le SMS tu le reçois et tu l'ouvres tout de suite. C'est un message important. Ouais. Un mail, la plupart du temps c'est des spams ou c'est des trucs qui peuvent attendre le soir. Donc ouais, Ouais, après, là, tu parles pour ton expérience, mais je trouve que ça dépend comment tu utilises le mail. ouais, il y a Euh, des gens qui, je pense, mm. qui vont comme Elon Si tu Musk. Je l'utilises à pense un niveau professionnel, je pense que, enfin, tu vois, Xavier Niel, à mon avis, ouais, lui, c'est tout est important, tu vois. ouais. Ouais. Je pense qu'il a une Freebox. Je veux Ouais. dire, il a Gmail ou il a Free Mail? Ah, peut-être Free, je sais pas, j'en sais rien. Non, je pense qu'il a Gmail. Qui n'a pas Gmail? Non, je rigole. Mm. Bah Non, ouais, mais ça va. après, alors, je reviens quand même sur Netflix. Parce que Ouais, pour moi, Netflix. j'en ai pas que du bien à dire, Allez, vas-y, honnêtement. blinde. Mais je pense que c'est pas le Netflix en soi qui est mauvais. C'est que déjà, faut savoir qu'une histoire en soi, c'est un système addictif, en fait. Parce que tu sécrètes tu vois, il y a de la chimie du cerveau aussi qui évolue quand tu regardes une histoire, un film,
tout ça, quoi. Il y a de la dopamine qui se libère, et quand t'as un cliffhanger, quand t'as envie de savoir la suite, je trouve ça normal d'aller plus loin. Et par contre, là où je trouve qu'il y a des excès, c'est sur, par exemple, les phénomènes de binge-watching, tu sais, quand tu regardes toute une série d'un coup. Genre, il y a des gens qui se regardent les 10 épisodes d'une série d'un coup, ou les 6, tu vois, sans coupure. En soi, je trouve pas ça mauvais si t'as pris le temps d'apprécier la série, et parce que des fois je me dis, les séries sont aussi aujourd'hui étudiées comme des longs films, finalement, plus que comme des séries vraiment, comme on l'entendait avant, genre séries feuilletonnantes, où tu suis un petit peu une histoire globale, et en même temps tu suis des petites histoires dedans. Ouais. Chaque épisode. Mais tout Là, c'est vraiment un film qui est découpé en 6 ou en 12, ou tu vois. Et je trouve que des fois, ça a du bon de regarder tout d'un coup, parce que t'as des subtilités, par exemple, dans le 6e épisode, qui vont faire appel à ce que t'as vu dans le premier. Et si tu regardes un épisode par semaine, tu vas pas forcément te souvenir de toutes les subtilités qu'il y avait avant, tu vois. Donc en soi, je trouve que c'est une manière de profiter de l'histoire au maximum. Ça, je trouve que c'est le bon côté. Et je le ressens, par exemple, dans des séries comme Game of Thrones. Comme arrivé à la 8e saison, je suis désolé, mais je me souviens pas de toutes les subtilités qu'il y a dans la première saison, tu vois. Des fois, il y a quand même des choses qui m'échappent. Ah ouais, carrément. Je me dis, mais attends, le personnage là, des fois ils disent un nom sans montrer le personnage. Je me dis, attends, c'était qui lui déjà? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il lui en veut? Tu vois. Enfin, des fois, c'est pas tout à fait clair. Donc, déjà, il y a ce côté, profiter d'une histoire à fond, ça je suis d'accord. Mais après, je trouve qu'il y a des dérives sur le fait d'être fier de binge-watcher une série. Moi, je vois souvent, par exemple, sur Twitter, des gens qui se disent, ouais, j'ai binge-watché ça y est, c'est sorti il y a 2 jours, j'ai déjà tout vu, tu vois. Et être fier de ça, je trouve que c'est un peu une dérive, en soi. Même beaucoup. D'une certaine manière, c'est aussi narcissique. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que c'est un peu malsain, quoi, c'est tout. Ouais, non, mais je suis d'accord, le côté malsain d'en faire une fierté, de se dire, ouais, j'ai binge-watché. C'est vrai. Je comprends. Bon, j'ai jamais fait de binge-watchage parce que. Bah, faut le temps aussi, hein. Enfin, voilà, quand tu regardes une série, 10 heures, 10 fois 50 minutes, voilà, il faut y aller, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, ouais, j'aime regarder toute une série d'un coup parce que voilà, j'ai toutes les clés, j'arrive à décerner chaque épisode bien comme il faut et au moins j'ai rien perdu de l'expérience, si tu veux. Ou alors, mon approche, c'est plus, je vois comme si j'ai une série que j'ai vraiment envie de voir, que je l'aime bien et que je sais que je vais profiter à fond. J'aime bien faire durer les choses. C'est un peu comme une petite gourmandise que je m'autorise le soir, tu vois. Je vais me mater un épisode le soir et le lendemain, le deuxième épisode. Et comme ça, je me fais en 10 jours, je me fais les 10 épisodes, ce qui reste assez rapide, hein. Parce qu'au final, si 10 jours après la sortie, t'as vu la série, bah, ça va, hein, je peux aussi me vanter, hein. Mais, Ouais, ça va. et au final, il y a un petit côté, on pourrait dire que c'est une addiction, parce que t'as ce rendez-vous qui va arriver chez toi, dans ta tête. Ah tiens, ce soir, je me remets la petite série. Oh tiens, demain, l'épisode 2. Mais c'est peut-être un peu plus contrôlé, quoi. Et bon, après Netflix, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire en termes négatifs sur le fait qu'ils participent à la techno-addiction, tout ça. Évidemment, le fait que. Mais je dirais que c'est un peu comme YouTube. C'est le contenu qui est généré qui finalement te rend addict. C'est pas vraiment la plateforme en elle-même. Même s'il y a des outils qui sont conçus pour que les gens restent sur YouTube ou sur Netflix, c'est avant tout ce que tu y trouves. Si Netflix c'était que de la merde, tu vois, les contenus, c'était que télé-réalité. Bon, il y aura des gens qui regarderaient malheureusement, mais peut-être pas autant. Non mais c'est vrai, après je vois ce que tu veux dire, l'algorithme qui est derrière pour te faire rester. Enfin personnellement je le trouve quand même beaucoup plus sain sur Netflix, parce qu'il se base sur tes affinités, sur ce que t'as aimé. Que sur YouTube, là on est plus sur de la recherche de tendances et tout, enfin tu vois, c'est manipulé hein, là-dessus, hein. C'est quand même, tu vois, il y a beaucoup de conneries, on va le dire, des trucs très divertissants mais très vides finalement d'instructions, tu vois, qui t'enrichissent peu sur le plan personnel. Qui sont beaucoup mis en avant plus facilement que des choses qui peuvent t'instruire, quoi. Donc effectivement là Netflix ils sont plus dans une démarche de créer le contenu qui te correspond le mieux, et pour le coup ils font de la qualité fois 1000, quoi. Clairement. Ouais. C'est leur modo, hein, c'est vraiment. Ouais, ils gèrent. Franchement, j'avoue qu'en termes de production des contenus originaux, puis même le catalogue, hein, ils ont un catalogue énorme et c'est vraiment, ils ont révolutionné le système de consommation de divertissement fiction et même documentaire. Enfin, la télé aujourd'hui. Et de financement aussi. Hein. Ouais, et de financement, c'est clair. Je veux dire, c'est fou parce que Netflix, c'est arrivé quand à peu près sur le marché, tu te rappelles? Sur le marché français? Ouais. C'est arrivé il y a à peu près 2 ans sur le marché français. Ok. C'était fin.
Ah non, attends, qu'est-ce que je dis? Non, c'était il y a 3 ans. C'était en 2015, ça s'est vraiment développé, quoi. Ok. Donc ouais, il y a 3 ans, ça commençait à vraiment arriver sur le marché français. Alors en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ont constaté que la France était, au moment où ils ont décidé de se lancer, enfin juste avant, ils ont constaté que la France était l'un des pays les plus consommateurs de Netflix, mais les Français consommaient Netflix, le Netflix américain, quoi. Ils se créaient un compte et ils avaient accès justement au service américain de Netflix. Ah. Ils se sont dit, bah ok, on va se lancer en France, on va voir. Tiens. Ils ont regardé en fait toutes les cartes bleues, toutes les cartes bancaires, et ils ont constaté que c'était des cartes bancaires françaises. Donc ouais, effectivement, ils ont eu raison. Bah après, là, ils se confrontent, enfin ça c'est un autre débat, le sujet du développement de la culture audiovisuelle, mais ouais, ils se confrontent à des problèmes de chronologie des médias, etc. Mais, ouais. Ouais, du coup, c'est fou de se dire que en quelques années, en si peu de temps, ça a changé à ce point, au point d'avoir des télécommandes maintenant avec le bouton Netflix, quoi, dessus. Ah ouais, carrément. T'allumes ta télé, tu mets Netflix. La télé, finalement, la télé traditionnelle, les chaînes de télé, ouais, sont en train de. Mais on parle plus du tout de addiction. Ouais, là, on a dérivé encore une fois. Mais... Bon, enfin, voilà. Après, peut-être conclure par les solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui. Ouais. Enfin, moi j'avais une liste là, j'ai fait une petite liste de trucs que j'utilise, de trucs et astuces. Ok. Que j'utilise pour justement éviter de tomber dans l'addiction trop forte. Notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur ne pas aussi tu vois, biaiser la capacité de concentration et de mémorisation aussi. Ouais. Ouais. Bon, j'ai quelques petites techniques que j'utilise perso. Après, alors, moi je suis pas du tout un utilisateur de Facebook. Ça fait longtemps que je suis plus dessus. Enfin, j'ai un compte, mais j'y vais de temps en temps quand on me dit qu'on m'a envoyé un message privé ou un truc, tu vois. Mais c'est vrai que là-dessus, je peux pas donner de conseils parce que je me suis moi-même volontairement détaché de ce truc-là. Parce que j'ai plus envie d'être sur Facebook. Enfin, j'ai un compte uniquement pour contrôler mon image, pour contrôler ce qui se dit, mais sinon, je suis plus trop friand. Donc en fait, l'addiction à Facebook, personnellement, je la considère pas très forte chez moi, tu vois. Ouais. Vu que je l'utilise pas, elle se développe pas en fait. Donc c'est un peu comme si tu disais, bah la meilleure manière d'arrêter de fumer, c'est de pas fumer, quoi. C'est un peu quoi. Ouais. Donc voilà, déjà je peux pas donner de conseils là-dessus. Après, je sais que je suis quand même de plus en plus présent sur Twitter. Peut-être que c'est pas forcément une bonne chose, je sais pas trop. Donc, bref, moi parmi les astuces que j'ai pu récolter un peu à droite à gauche sur le web, j'ai vu qu'il y avait une astuce qui consistait à passer son téléphone en noir et blanc. Ouais. L'écran de son téléphone en noir et blanc. Et en fait, le fait qu'il n'y ait plus de couleur sur l'écran, en fait, tu considères moins ton téléphone comme un jouet, mais plus comme un outil, du coup. Moi, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et apparemment, ça, c'est un stimuli qui est plus sain, qui te rend moins addict à la consultation de ton téléphone, consultation régulière. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, tu sais, alors il y a un truc, ouais, c'est souvent délicat de se discipliner, même quand tu es sur ordinateur, pour travailler. Il existe des extensions, tu sais, pour te limiter, genre tu blacklistes un certain nombre de sites, donc je sais pas, des réseaux sociaux par exemple. Mais le problème de cette extension-là, enfin de ces extensions-là, je trouve que elles s'orientent vers la punition, tu vois. Genre non, t'as pas le droit de le faire. Et elles te donnent aucune récompense en contrepartie. Donc j'ai trouvé une application qui s'appelle Forest, qui est une petite appli qui coûte, je crois, même pas 1 euro. Tu l'installes sur ton téléphone, tu peux mettre aussi l'extension sur Google Chrome par exemple. Et en fait, tu dis par exemple, je vais travailler 1 heure ou 2 heures, et tu crées une petite forêt virtuelle. Donc en fait, tu fais planter des arbres en gros, et les arbres poussent seulement si tu travailles, tu vois, pendant la période dans laquelle tu travailles. Donc si tu travailles 1 heure, tu vas planter un petit arbre. Si tu travailles 3 heures, tu vas planter un arbre un peu plus gros, tu vois. Et après, au fur et à mesure, tu gagnes des pièces, et avec les pièces, t'achètes d'autres arbres, des trucs, enfin tu fais vraiment une forêt complète. Tu peux acheter des cailloux, je crois aussi, des roches, des machins. C'est un peu comme un Sims, mais pour quand tu travailles, quoi. Pour être productif. Ça serait énorme qu'ils plantent vraiment la forêt. Eh ben, tu peux demander justement dans l'application de planter vraiment des arbres. En fait, parmi les pièces que tu gagnes, tu peux choisir de dépenser tes pièces soit pour avoir des nouveaux arbres virtuels, soit pour planter vraiment des arbres. Ah, c'est génial ça, parce que là, t'as vraiment une récompense, quoi. Ouais. Tu te dis, ouais, tu participes, ton travail directement participe à la replantation de la forêt et l'amélioration de la vie sur Terre, quoi. Ouais, carrément. Enfin, c'est une double récompense finalement, parce que t'as une récompense immédiate en te disant, bah, t'as déjà planté un arbre au bout de 1 heure ou 2, tu vois, de travail. Et en même temps, une fois que t'auras terminé ton travail en plusieurs sessions de 1 heure, 2 heures, bah, t'auras aussi une récompense par rapport à ce que t'as fait, tu vois. Donc, je trouve que ce levier-là, en tout cas, depuis que j'utilise Forest, c'est très puissant, quoi.
J'ai envie de, tu vois, limite jouer à travailler, tu vois. Je sais pas comment dire, mais Ouais, c'est, je vois, il y a un aspect ludique qui est assez intéressant à explorer, ouais. Parce que l'addiction, du coup, elle peut être présente, mais elle est bénéfique. ouais. Et après, tu peux l'utiliser pour tout, hein. C'est-à-dire que tu peux, pour travailler ou pour faire une session de sport, par exemple, tu peux décider de planter tel arbre pour quand tu travailles et tel autre arbre quand tu fais du sport. Du coup, ta Ah ouais. forêt, tu vois, elle change un petit peu, elle varie. C'est un paysage virtuel. Et tu sais que en fonction de, voilà, en fonction du paysage que tu as au final, tu sais que tu as fait beaucoup de sport ou peu de sport par rapport à ta dose de Mhm. travail. Et tu as aussi un calendrier hebdomadaire qui te montre les journées où tu as été le plus productif. Tu as une espèce de graphique où tu vois, voilà, lundi tu as bossé 4 heures, mardi tu as bossé vraiment 6 heures, tu as été productif pendant 6 heures, c'est énorme, tu vois. Mhm. Genre, et t'as envie de pousser ce graphique-là, tu vois, plus loin. C'est de dire, ouais, ok, je peux faire mieux. La semaine dernière, j'ai pas été efficace, donc, tu vois. Tu peux identifier les jours où t'es objectivement pas efficace, non, pas productif, je veux dire. D'accord. Mais ouais. Ça, c'est une bonne application qui coûte pas grand-chose et je trouve que pour le bénéfice, c'est vraiment bien, quoi. Mhm. Et ouais, il y avait ça. Après, pour tout ce qui est YouTube, je me protège quand même par rapport à YouTube. Il y a une extension qui s'appelle Distraction Free, qui en fait t'enlève complètement le moteur de suggestion, tu sais, les suggestions qui sont généralement à gauche, à droite, pardon, À droite, ouais. ouais, à droite des vidéos. Il te l'enlève complètement. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo sur YouTube, on te file un lien par exemple, ou tu cliques sur un lien pour aller voir une vidéo, t'as que la vidéo avec les commentaires D'accord. et la description. Ouais. T'as pas les suggestions à côté, et si tu couples ça avec AdBlock, le bloqueur de publicité, ou uBlock par exemple, Mhm. bah t'as vraiment plus de publicité non plus, donc t'as juste la vidéo, tu viens voir la vidéo, ok. T'as le YouTube idéal. Bon, après, Ouais. j'ai quand même tendance à dire qu'il y a des fois, ça m'a permis de découvrir. Enfin, le truc de suggestion, bon, il peut être utile dans des cas. Voilà, dans un cas où tu regardes une vidéo, puis tu trouves une vidéo à côté qui va t'intéresser, parce que ben, c'est un sujet proche, même si je constate quand même que des fois, c'est vraiment différent de ce que. Tu vois, si tu regardes une vidéo sur un truc, peu importe, Mm. la science-fiction, et puis à côté, tu vas peut-être tomber sur les Télétubies. Là, tu dis, il y a peut-être un truc qui va pas, quoi, dans la suggestion. Mm. Mais des fois, bon, des fois, il y a des bonnes trouvailles. Mais c'est aussi un piège parce que tu peux finir par t'enfoncer dans YouTube. Voilà, après, il faut aussi pouvoir être conscient du temps qu'on passe sur les choses et de se dire, euh, de dire stop, quoi, hein, parce que c'est de la procrastination aussi, un peu, hein. Ouais. C'est, ouais, c'est ça, c'est le moteur de récompense immédiat qui. Après, en soi, ça t'enlève pas non plus tu vois, les suggestions immédiates, elles sont enlevées, mais sur ton écran d'accueil, t'as toujours les suggestions, tu vois, en fonction de ce que t'as regardé précédemment. Ah, ok, ouais. Donc, finalement, ça t'enlève pas non plus le côté recommandation, à condition que t'ailles sur ton écran d'accueil, uniquement. Ouais, c'est une bonne chose, ça, ouais. Après, ouais, alors, YouTube, justement, je trouve qu'il est très dangereux aussi au niveau, pour les créateurs. Parce que YouTube se base sur la construction d'une audience, tu vois. Mhm. Alors c'est bien, on va poster ce podcast-là sur YouTube. Ouais, On va taper sur YouTube. on est en train de Non. bâtir une audience sur YouTube, mais en même temps, on va taper On dessus. casse un peu le truc. Non, Mais bon. non, en fait, c'est bien de développer une audience, mais ça peut aussi devenir dangereux au niveau personnel parce que tu peux rapidement tomber dans le truc où tu cherches toujours plus d'abonnés, plus de likes, etc. Et même les commentaires positifs où, tu vois, généralement, les commentaires, c'est un peu un champ de mine, quoi. Tu, t'as 20 commentaires positifs et t'en as un qui te défonce, et du coup, tu te retrouves à penser à que celui-là, alors que Ouais. Ta journée est foutue, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement. Mais, tu vois, pour se protéger de ça, il y a des extensions, il faut le savoir, qui existent, qui peuvent te permettre de camoufler le nombre de vues sur ta vidéo, les likes, et même les commentaires, je crois. Sans pour autant les désactiver pour les gens, tu vois. Ouais. Alors les commentaires, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, parce que du coup, il y a des gens quand même qui sont constructifs et qui essayent d'apporter leur avis, donc c'est bien aussi de répondre quand on peut, quoi. Mais pour ce qui est des likes et du nombre d'abonnés, etc., ça peut, je trouve, tu vois, assainir le côté de YouTube, enfin de manière assez radicale, du coup. Mais le côté, ouais, je développe l'audience de manière un peu narcissique aussi, parce que YouTube, je trouve que c'est dangereux parce que tu peux très rapidement faire des créations qui te demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps, et du coup tu t'y attaches énormément. Contrairement à, tu vois, une publication Facebook qui va te prendre très peu de temps, et à laquelle tu seras pas forcément attaché, et que tu vas rapidement oublier, et qui va se faire aussi rapidement oublier dans la masse de publications qui tournent. Idem pour Twitter, tu vois, un tweet ça me demande pas un énorme investissement. Mhm. Mais YouTube, ça peut très vite devenir, tu vois, pourquoi les gens aiment pas mon travail, pourquoi, tu vois, tu peux te poser un certain nombre de questions qui sont pas forcément très pertinentes, surtout quand tu débutes, quand tu démarres sur YouTube. Et moi, je me dis, bah, au final,
je continue, et puis de toute façon, si tu continues, bah, tu t'améliores, et au bout d'un moment, bah, t'atteins un niveau où tu crées quelque chose qui plaît au moins à une majorité de gens, même si ça plaît pas forcément à tout le monde. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. C'est vrai, hein, de toute façon, en parlant de YouTube, on se reconnaît personnellement là-dedans, parce qu'on a une activité de plus en plus intense sur YouTube, en faisant des Mhm. vidéos avec la chaîne The Flares. Mais c'est important de savoir aussi que on est la notion de succès, finalement, en général, elle évolue petit à petit. Et je pense que le succès, avant, en tout cas, avant Internet, le succès pour beaucoup de gens, c'était ben, la reconnaissance mondiale, d'une certaine façon, si tu voulais. En tout cas, Ouais. succès artistique, ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, le succès mondial sur Internet, sur YouTube, il a plus vraiment d'intérêt, parce que, ou même francophone, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est peut-être d'avoir des fans, une communauté qui soit forte. Et même si elle fait pas 1 million d'abonnés ou quoi, euh, on peut compter dessus, tu vois. C'est ça le plus important. Je pense que c'est ça le succès aujourd'hui sur des plateformes comme YouTube, c'est peut-être de faire un truc intéressant qui va plaire à un nombre limité de gens, mais qui vont vraiment revenir après voir ce que tu vas faire parce qu'ils aiment. Et il y a une relation aussi, un discours qui se fait. C'est beaucoup plus personnalisé aussi parce que tu peux prendre en compte beaucoup plus d'avis. Tu vois, aujourd'hui, moi j'aime bien un mec comme un réalisateur comme Spielberg ou Tarantino ou peu Mhm. importe. Mais si je dis, oh, au fait, j'aimerais bien que tu changes un petit peu deux, trois trucs, ou peut-être de ton prochain film, tu pourrais parler de ça, bah, je peux toujours courir, quoi, pour qu'il m'écoute, Mhm. même pour que j'atteigne cette personne. Euh, alors que voilà, YouTube, ça a l'avantage de rapprocher les gens. Donc, et après, je comprends qu'un YouTuber qui débute, si son idée du succès sur YouTube, c'est d'être le numéro 1 en France ou peu importe dans son domaine, et d'avoir une fan base de millions de personnes, bah, il va se sentir extrêmement frustré parce que le début sera long, difficile, il va se faire critiquer et il atteindra peut-être jamais les 2 millions, hein. Ouais, Parce que ouais, c'est. bah, surtout que les gens qui atteignent le 2 millions, en fait, ils ont déjà pris la place depuis longtemps. Après, il faut pas non plus, tu vois, Oui, se leurrer exactement. là-dessus. Mais C'était ça. il y a une vraie notion de la barre du succès ou de la réussite, enfin de ce qu'on se fait de l'image du succès, tu vois, d'un point de vue extérieur. Cette barre-là, elle a vraiment baissé d'un coup. Hmm. C'est-à-dire qu'avant Internet, avant de pouvoir poster des vidéos sur YouTube ou poster des photos sur Instagram, par exemple, tiens, Instagram, on n'a pas tapé dessus. Ah ouais. Moi, je connais pas. Bon, Facebook, moi Je non connais plus, pas du j'ai tout. pas. Bon, Mais, je pense que c'est de la merde. mais non, peut-être pas de la merde, je pense pas. Ouais, je sais pas non plus trop. Non, Ouais, non, non, mais enfin, c'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Mais hmm. la barre du succès, elle a tellement baissé qu'aujourd'hui, c'est devenu presque une addiction, tu vois. Enfin, propice à l'addiction, je veux dire. De vouloir avoir un succès sur YouTube ou, tu vois, d'être reconnu par au moins une communauté de fans. Et on en vient presque à perdre de vue ce qui est réellement important pour nous, tu vois. Tu peux perdre rapidement ce qui est réellement important pour toi. Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir une communauté de fans de 2 millions de personnes? Moi, si tu me poses la question, je dirais non. Parce que Mhm. ça me ferait chier, en fait, d'avoir 2 millions de personnes qui me disent quoi faire, et tu vois, parce que parmi les 2 millions, t'as pas forcément des gens qui sont tout le temps d'accord avec toi. Ouais. Euh, Puis plus T'as t'as des de gens personnes. très haineux, tu vois, enfin, Ouais. surtout sur Internet où l'anonymat, c'est quand même, il règne en maître, où les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc, Exactement, ouais. tu vois, l'addiction à créer et avoir une reconnaissance dans ce que tu fais peut te mener finalement vers un truc que en fait tu désires pas réellement, mais t'as l'impression que tu le désires au moment où tu l'as pas. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, c'est le Et- piège, de toute façon, de beaucoup de désirs ouais, présents chez l'être humain. Donc, on regrette ouais, souvent ce qu'on voulait une fois qu'on l'a. ouais. Ouais, donc d'autres astuces ou la liste s'arrête là? Ouais, ouais, après, bah parmi les mails, moi perso, je me suis quand même imposé de regarder 2 fois par jour, le matin et le soir, les mails. Mhm. Point. Tu vois. Alors des fois, je transgresse cette règle-là à midi, tu vois, entre midi et 2. Ouais. Mais sinon, en général, j'essaie quand même de. Et en fait, quand tu prends, tu vois, c'est ce que je disais sur les mécanismes, les systèmes variables, les systèmes réguliers. Quand tu prends cette habitude de manière régulière, en fait, tu te rends compte que tu as une ampoule qui s'allume le matin et une ampoule qui s'allume le soir, tu vois, dans ta tête. Tu Mhm. te dis, ah ouais, je vais commencer par consulter les mails. Ok. Je vais commencer par. Enfin, le soir, tu te dis, ah, attends, j'ai pas consulté les mails, et peut-être qu'il y a eu un truc pendant la journée, tu vois. Et en fait, bon, après, je dis ça. En ce moment, j'ai un téléphone qui marche pas très bien. Donc, j'ai aussi un avantage. Je Ça pense aide. que. Enfin, ouais, alors, très sincèrement, j'hésite à repasser sur un téléphone qui fonctionne bien avec toutes les applis, etc. J'hésite vraiment. Parce que depuis que mon téléphone fonctionne pas bien, je me rends compte que je suis quand même vachement plus focus sur des trucs importants. Ouais. Donc, ça, ouais, c'est un dilemme. Un gros dilemme. Mhm.
prends le Ça me Nokia prive de beaucoup de 3310. choses aussi utiles, hein, mais du coup, c'est mon téléphone là, pour le coup, je m'en sers comme un téléphone, quoi. C'est- C'est une bonne chose. Ouais, je sais pas trop, parce que, enfin, comme on disait, c'est un outil, donc ouais, il y a une limite à partir de laquelle ça devient quand même vachement utile d'avoir un GPS, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Et enfin, je dirais, alors, personnellement, j'ai aussi des phases pendant lesquelles je vais beaucoup consommer de contenu court, genre Twitter, genre Facebook aussi, des vidéos courtes, tu vois. Facebook, des YouTube, je veux dire. Mhm. Et dans ces cas-là, je me rabats sur un format extrêmement long, quitte à tomber dans une nouvelle addiction, tu vois, à binge-watcher une série, par exemple. Mais quand j'en sors, j'ai l'impression que j'ai plus envie de format court, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je me suis coupé l'envie de consulter des formats courts, où je l'ai grandement atténué, et du coup, je peux plus facilement me concentrer sur des tâches plus longues. d'accord. C'est une façon, je trouve, de hacker un petit peu son cerveau, tu vois. Son- Mm. Voilà. Ok. Ça, c'était Ouais, pour les astuces. Ouais, les Mettre un petites jingle, tu astuces. sais, genre, les Ouais, petites astuces pour sortir de l'addiction des technologies. De mon côté, j'ai pas vraiment une liste d'astuces, on va dire, mais bah, ça va être plutôt des trucs bon, que j'essaie de faire. Déjà, bah, Facebook, pareil, hein, je suis comme toi, je m'en sers pas. C'est pas un réseau social que j'utilise de façon pour mettre en avant ce que je fais dans ma vie, excepté si c'est artistique, si c'est professionnel. Enfin, voilà, je réalise un court-métrage demain, je vais le mettre en ligne sur Facebook parce que je sais que c'est un outil où il y a des gens qui y vont, tu vois. Donc j'utilise finalement les avantages de la plateforme. Euh, J'utilise également Facebook pour communiquer avec des gens, donc en Messenger, quoi. D'ailleurs, j'ai pas l'application Facebook sur mon téléphone, j'ai que l'application Messenger. J'ai aussi, donc, quand je vais sur Facebook sur mon PC, en fait, le lien que j'ai, c'est le lien sur ma page. Donc, c'est-à-dire que je vais jamais voir le news feed, le flux, le machin, je sais pas comment ils appellent ça en français. Ouais. Donc, je vois pas finalement ce que font mes amis, de mes amis, de mes amis, des gens que je connais pas. Euh, et ça me permet de, voilà, de pas rentrer dans cette espèce d'ascenseur infernal où tu descends toujours plus loin pour savoir les vidéos de chats et des conneries Ouais, ouais. qui peut être. Donc ça, j'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans. Euh, les jeux, j'y joue jamais sur Facebook. Donc, je dirais que c'est pas un truc qui m'a jamais attiré en tant que. J'ai pas développé d'addiction à Facebook, Twitter non plus. J'ai vraiment du mal avec Twitter, je sais pas pourquoi. Même d'y aller pour consulter des gens intéressants, je sais que j'ai. Par exemple, récemment, je me suis abonné à Elon Musk, hein, le Saint-Père. Et ben, même là, toi, je vais pas forcément voir tous les jours s'il a posté quelque chose. Au final, toi, je suis pas non plus sur le culte de la personnalité, quoi. Et mais je sais qu'il y a des trucs intéressants sur Twitter et en tant qu'utilisateur de Twitter, c'est-à-dire je poste quasiment jamais avec The Flares, il y a le système où c'est que ça publie tout seul, donc Ouais. ça c'est pratique. Donc voilà les Faut contenus pas qui le dire. sortent. Ah mince. Non, non, c'est nous qui publions. Ouais, c'est vrai, on écrit, on écrit. Même les vidéos, on les fait, hein. Euh, mais ouais, et puis bon, sur d'autres trucs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les mails, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas de discipline. Je reçois une notification, je la regarde. Après, il y a le fait que. Il y a un mauvais réflexe que j'ai, c'est. Dont le matin, je me lève, j'aime bien méditer, mais après, une fois que j'ai fini, je regarde mon téléphone. Mais c'est aussi parce que vu que je vis en ce moment donc en Australie, avec le décalage horaire, le fait que quand je me lève le matin, il s'est passé une journée en France. Donc quand je regarde mes mails, c'est les mails qu'il y a eu dans la journée en France finalement. Donc c'est une manière d'un petit peu de rattraper le temps ou d'être en avance. C'est un peu un système de voyage temporel là qui est un peu bizarre, mais voilà, il y a de ça. Et donc, mais après, ouais, finalement, je regarde le truc un peu toute la journée. Enfin, de manière. Si je reçois un mail, je le regarde. Euh, ouais, bon, après les autres réseaux, hein, YouTube, ma consommation de YouTube est devenue beaucoup plus forte qu'elle ne l'était. Euh, mais c'est vrai que je regarde vraiment un contenu ciblé. Je me laisse pas forcément facilement avoir par les suggestions. Euh, mais ouais, j'aime bien quand même regarder la page d'accueil et voir les vidéos qui tournent autour de ce que j'aime regarder. Et je trouve que c'est un peu un piège parce que finalement tu te retrouves à regarder que ce que tu aimes regarder. Donc tu te fermes un peu à des nouveaux trucs. Ouais. Euh, donc ouais, Ouais. c'est un autre débat. Mais après, j'ai pas non plus de. Ouais, je m'autorise. Je regarde pas. je- Voilà, si je travaille, je décide de travailler, d'être productif, je regarde pas de vidéo YouTube, quoi. C'est clair. Mm. Je me dis, ah, pendant 2 heures, je vais bosser sur un truc. Ben, je vais quasiment pas aller sur Internet. Ou alors que pour de la recherche. Et. Alors tu vois, ça et- c'est pareil. ouais. C'est pour ça que j'ai installé l'extension de distraction, tu sais, qui t'enlève le moteur de suggestion de YouTube sur le côté. Mhm. Parce que quand tu fais de la recherche, tu tombes quand même potentiellement souvent sur des vidéos YouTube qui t'expliquent des choses, tu vois.
Et c'est à ce moment-là que tu peux, tu vois, faire preuve d'un moment de faiblesse, tu vois. Tu dis, ah ouais, en fait, ça a l'air bien ce qu'il y a à côté. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Peut-être que je vais tester ce truc. Ça s'appelle comment? C'est, je crois, YouTube Distraction Free. C'est comme ça. Ouais. J'ai adoré. Et Alors, puis tout de suite. Ouais, c'est ça, YouTube Distraction Free. Ok. Puis de manière plus générale, ben, ma routine, on va dire, c'est je me lève, donc après tout ça, Bah, alors, tout dépend de ma journée, mais dès que j'allume mon ordinateur, enfin la première fois de la journée où j'allume mon ordinateur, ça peut être le matin ou le début d'après-midi, peu importe. Bah, généralement, ouais, le matin quand même. Et puis des fois, c'est avec le téléphone. Mais en gros, quand je me connecte à Internet, on va dire, de manière plus générale, je fais le tour d'un certain nombre de sites, donc que j'ai en favori. Des sites, bah, ça peut être. Il y a Halluciné par exemple dedans, comme ça je suis au courant des news. Il y a l'équipe, parce que j'aime bien le foot. Enfin voilà, tout un tas de trucs qui sont liés à ce que j'aime. Donc il y a peut-être 7 sites internet. Mais après, j'y retournerai plus. Parce que je les ai consultés une fois. Et je pense que c'est des sites où tu les consultes une fois par jour, ça suffit. Parce qu'il n'y a pas non plus 30 000 articles par jour, quoi. C'est pas comme Facebook où tu as tout le temps un truc en constant. Et c'est aussi pour ça, je pense que le phénomène de l'addiction est beaucoup plus important dans les réseaux sociaux que dans les sites classiques, disons, comme Halluciné ou d'autres sites. Parce que c'est aussi le flot de contenu, le rythme de publication qui est beaucoup plus élevé sur les trucs. Donc tu as tendance à chaque fois que tu vas, tu as quelque chose de nouveau. Donc forcément, c'est attrayant. Oui, Si et tu vas 20 fois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Tu vas 20 fois par jour sur Halluciné et tu vas te faire chier au bout d'un moment. Sans manquer de respect à Halluciné, mais il n'y a pas 20 articles différents tous les jours. Et c'est aussi bien, je pense que c'est une bonne chose. Il faut rester tranquille, il faut pas non plus. Et je pense qu'il y a aussi un truc tu vois, qui te concerne directement, parce que je sais pas si tu t'es déjà connecté sur le compte Facebook de quelqu'un d'autre, tu vois. Quelqu'un que tu connais. Tu sais, t'as tout son cercle d'amis à lui, et du coup, ça devient tout de suite beaucoup moins addictif, en fait. Finalement, tu t'en fous, en fait. Il y a une partie de toi qui te dit, ouais, bon, ok, ces gens-là, je les connais pas, quoi. Ouais, c'est ça. Sans te rendre compte qu'en fait, toi-même, t'as des amis. La plupart, enfin, franchement, Facebook, c'est cette notion d'amis qui me fait rire, quoi. Ouais, il y a des gens qui tu connais pas du tout, en fait. Que t'as vu une fois. Alors, j'ai un principe quand même, j'ajoute quand même tout le temps des gens pour pouvoir garder le contact, tu vois, parce que je donne pas forcément mon mail à tout le monde, ou mon numéro de téléphone à tout le monde. Mais je sais que, enfin, je pense que 90% de mes amis Facebook, c'est des gens que j'ai au moins vus une fois dans la vraie vie. C'est pas des gens que j'installe. Ouais. Le lapsus de ouf. Alors là, c'est un monde virtuel, là, attention. Tu t'installes des gens. C'est des avatars. Mais non, mais c'est vrai, c'est pour montrer à quel point on a un rapport avec le monde virtuel. Internet, c'est devenu une sorte de monde digital où tu t'installes. Et d'ailleurs, ouais, je pense que. Je dirais que finalement, Facebook, c'est un peu la poubelle des contacts. Ouais, c'est ça exactement. C'est-à-dire, tu donnes pas ton email parce que c'est trop précieux, tu donnes juste aux gens vraiment que tu apprécies. Alors après, les gens qui écoutent ça, qui me connaissent et qui savent qu'ils vont donner leur Facebook, ils vont se dire, tiens, je suis une poubelle. Je suis dans la poubelle de Gaëtan. Non, ça veut pas dire ça, hein, mais c'est juste. C'est plus facile de donner son Facebook parce qu'on s'en fout un peu plus de Facebook, quoi. Et puis, ouais, le numéro de téléphone, c'est quand même déjà une information un peu plus sensible, même si, bon, c'est plus chiant quand les gens t'appellent, si t'as pas envie. Ouais, c'est ça aussi, t'as envie de préserver ton intimité, parce que finalement, la boîte de réception mail, c'est quand même quelque chose d'intime. Ça s'adresse à toi, point. Enfin, à moins que ce soit des mails groupés, mais ça quand même, ça te concerne. Alors que des gens qui publient sur la place publique de Facebook, par exemple, ou de Twitter, c'est encore pire Twitter, à ce niveau-là. Mais c'est vraiment du one to many, quoi. Vas-y, tiens, prends et likez, les amis. C'est comme si c'était une arène avec des likes, bah c'est ça en fait. Hein. C'est une arène, tu sais, l'arène des Romains, là, des gladiateurs. Ouais, t'as des gens tu crées ton contenu, tu y mets plus ou moins d'investissement, et en créant un contenu, tu te mets dans l'arène en fait. Et t'as les gens qui viennent pour mettre des pouces en l'air ou des pouces en bas. En gros, c'est ça. Et ouais. Voilà, ouais, c'est à peu près la liste. Enfin, je dirais mes astuces. Enfin, puis ouais, après, quoi d'autre Bon, après, ouais, c'est de la discipline. J'ai jamais vraiment eu de problème d'addiction en général avec. Je pense que le fait de méditer, c'est une chose aussi qui fait que tu augmentes ta concentration. Ouais. Et t'as voilà, une discipline qui vient. Il y a beaucoup de bénéfices. On va pas faire un podcast là-dessus, mais voilà, peut-être que si des gens qui écoutent ça se sentent vraiment addicts à des technologies, tout ça, ce serait une piste à explorer, la méditation. Peut-être faire une petite recherche là-dedans et ouais, ça peut apporter des bénéfices. Ouais, la méditation, c'est vrai que ça aide, ouais. Même sans forcément juste souffler un peu, quoi, faire le silence dans sa tête. Ouais, exactement. Rien que ça, déjà, ça te
Ça te fait prendre conscience de la temporalité des choses, enfin, de l'instant, quoi. C'est vrai. Ouais, ça te crée une distance aussi, ça te révèle à quel point il y a certaines choses que tu fais dans la vie qui sont insignifiantes, sans importance, toi. Et que de fait de... Finalement, est-ce que c'est vraiment important pour toi d'aller sur Facebook, tout ça, tu te poses la question là, et donc tu te rends compte que non, et tu commences à changer un peu ton rapport. Et ouais, et donc finalement, la question de la techno-addiction, c'est... Il y a deux façons, la technologie, de toute façon, sur l'être humain, elle fonctionne, je dirais, de deux façons, peut-être de plus, mais on pourrait la résumer à deux visions. C'est soit tu possèdes la technologie, soit la technologie te possède. Ouais. Et ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'on soit possédé. Et voilà. Si on se dirige vers un futur où l'être humain possède la technologie, donc l'utilise avec bienveillance et de manière saine, eh ben, c'est un souhaiter. Je dirais que c'est un futur plus viable que l'autre, quoi. Si on a un futur où la technologie nous possède, là, un peu plus dangereux, un peu plus, ouais, non souhaitable, dystopique et tout ça, quoi. Ouais, bah, c'est une bonne conclusion, je crois. Ouais. Ça ferait en tout cas une bonne conclusion pour ce Je débat. pense, on peut s'arrêter là, ça fait un bon petit podcast alors. Ouais. En tout cas, c'est un format intéressant. Moi, je dirais que j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter comme ça de ce sujet et ce serait cool d'en refaire, hein. Ouais, c'est vrai, bah, on pourrait justement en refaire, mais sans forcément avoir nous deux uniquement. On pourrait aussi chercher des gens, bah, si... Je sais pas, on avait pensé en fait à inviter des gens de la communauté s'ils veulent s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils sont bien calés, ou ils considèrent être assez renseignés pour pouvoir justement débattre et apporter leur pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Donc, carrément, et puis ouais, après, bon, peut-être à l'avenir, essayer de trouver des personnes, bah, des scientifiques, des gens qui sont je sais pas moi, des gens qui étudient certains sujets dont on a envie de parler, hein, donc que ce soit technologique, science, en rapport avec le futur, évidemment. Donc ouais, ça serait intéressant ça, d'avoir des gens avec, en gros, plus un rapport question-réponse, quoi, plus que une conversation, mais plus, nous, on serait plus là pour poser des questions, puisque si tu invites quelqu'un qui est un expert dans un domaine, tu as envie de savoir des trucs, donc que là, on était plus en mode conversation, on n'est pas des experts en technologie, en religion, en techno-addiction, voilà. Ouais, en addiction. Pourquoi je parle de religion? Puis ouais, donc, en tout cas, ouais. Si ça vous a plu, et puis que, ouais, on en fera, quoi, on en fera d'autres. Et puis, vous pouvez soumettre des sujets aussi. Ouais, bah, je pense qu'on mettra un lien en dessous, peut-être, ou, je sais pas, vers un formulaire ou quelque chose. On n'a pas trop décidé de ça, mais si, ou alors réagir simplement en commentaire. Ouais. Pour se prononcer si jamais vous êtes intéressé, vous nous écoutez actuellement et vous êtes intéressé pour participer, si vous baignez dans un sujet qui concerne l'avenir, l'innovation technologique d'une manière ou d'une autre, ou même un sujet qui est pas forcément directement lié à l'avenir mais qui peut apporter des réponses sur l'avenir de la civilisation, j'en sais rien. Ouais, comme la cuisine de pâtes. Ouais, par exemple. Ça serait pas mal. On va faire peut-être ce sera le prochain sujet du podcast. Allez. Ouais. Le futur des pâtes. Non, mais par contre, le futur de la cuisine, ça m'intéresse. Ça serait intéressant. Il y a des choses à dire. Si vous êtes chef cuistot, par exemple, je sais pas. Donc, comment ça a évolué depuis les 10 dernières années et comment vous voyez l'avenir de la cuisine? On sait rien. Ouais, c'est un sujet, tiens, jamais vraiment pensé. Est-ce qu'on va bouffer des insectes demain ou... Tout c'est de finir cannibale. Ouais. Ok. Jingle alors. Cool pour ce débat. Je pense qu'on fera une petite conclusion pour. On peut dire au revoir à tout le monde, à tous nos éditeurs. Ouais. Et nous retrouver bien entendu sur le site theflares.com. Exactement. Ou sur la chaîne YouTube ou sur le podcast. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez l'écouter partout où vous allez. Depuis votre téléphone. Et l'addiction au podcast, c'est une bonne addiction. L'addiction au format long, on n'en a pas parlé. Certains podcasts. Ouais, il y a des podcasts où justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on écoute tous les deux des podcasts. Et sur des formats longs, quand il y a des débats, ça peut très vite, accentuer le focus, l'attention sur quelque chose qui est enrichissant, quoi. Et on espère être enrichissant pour vous. Voilà. Ouais. Conclusion. Ouais, puis Frido. Essayer voilà, exactement. D'être assez compréhensible. Ouais, et aussi, pas avoir dit n'importe quoi. C'est vrai. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous souhaitez vous faire livrer chaque nouvel épisode directement sur votre téléphone, prêt à être écouté où que vous soyez, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez le faire depuis l'application iTunes sur Apple ou sur une application comme Podcast Addict, si vous êtes sur Android par exemple.
Si vous souhaitez encore plus de contenu, n'hésitez pas à consulter le site du collectif sur lequel vous pourrez retrouver des articles et des histoires courtes. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à nos productions maison, signées Enora Studio. Vous y retrouverez bien entendu de la science-fiction avant tout. Tous les liens sont dans la description juste en dessous, avec toutes les ressources complémentaires à cet épisode. Et si vous souhaitez proposer vous aussi vos propres hypothèses sur le futur, eh bien rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Marc pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Merci et à bientôt.